Le vote pour le premier tour du scrutin des municipales a donc eu lieu aujourd'hui 15 mars dans un contexte particulier. Merci de nous rejoindre sur TV 78, également sur Radio Sensation 98.4 pour suivre les résultats qui vont nous arriver tout au long de la soirée. Une journée exceptionnelle et un dispositif exceptionnel également sur notre antenne. Les journalistes sont d'ores et déjà sur le terrain. Et puis en plateau, vous le verrez, des réactions à suivre avec forcément un nombre d'invités limité. La plupart ont souhaité décommander leur présence. Nous avons aussi pris le choix de ne pas faire venir les autres pour limiter et respecter les recommandations qui avaient été émises par le gouvernement. Bonsoir à Stéphane Manson. Bienvenue sur ce plateau. Stéphane, professeur de droit public, honoraire à la faculté de droit et de sciences politiques de l'UVSQ. Professeur en exercice et doyen honoraire. Et doyen honoraire, voilà. J'ai mélangé les deux. Vous m'excuserez. Je vous en prie. Journée particulière, donc forcément éprouvante pour tout le monde. Grégory Canallet, rédacteur en chef adjoint. Ça n'a pas changé, je n'ai rien mélangé. Bienvenue de TV Bonsoir. 78. Nous allons voir ensemble et parler ensemble des premiers chiffres. Et les premiers chiffres qui sont arrivés à 19h48, ce sont ceux de la participation déjà. Tout à fait, on pouvait s'attendre, Wilfried, à un recul massif lié forcément à la situation du coronavirus. Les annonces aussi du Premier ministre hier samedi, limiter au maximum les déplacements, pas de rassemblement, mais sortez tout de même, glissez un bulletin de vote dans l'urne. C'était la consigne envoyée hier par Édouard Philippe. Et bien dans les Yvelines, en tout cas, ce n'était pas perceptible à midi, 15,07% de participation. On était sur des tendances similaires par rapport à 2014 où le taux s'élevait à la même heure, à midi, à 15,87%. À 17h, 36,22% de taux de participation. C'est un chiffre à vérifier, mais ce serait 2 points en moins par rapport au scrutin de 2014. Un chiffre à vérifier. Il faudra vérifier aussi ce qui tombe à 20h. On a en tout cas des derniers chiffres qui viennent de tomber sur des situations effectivement locales dans des communes. À Montigny, par exemple, 37,30% à 19h. C'est moins 17 points par rapport au scrutin de 2014. À signaler que la participation yvelinoise est en dessous des chiffres nationaux, 38,77%, mais que cette tendance au niveau national est en recul de 16 points par rapport à 2014. Peu de monde de ce matin qui se bousculait dans les files d'attente des bureaux de vote, comme a pu le constater, vous allez le voir dans ce sujet, de Camille Lambert à Montigny-le-Bretonneux. On n'a pas le retour en plateau du son. Ici, comme partout en France, les recommandations d'hygiène ont été appliquées. Marquage au sol pour respecter une distance d'1 mètre entre les personnes, port de masques et de gants pour les assesseurs et surtout mise à disposition de gel hydroalcoolique. Des mesures nécessaires pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, mais pas encore ancrées dans les habitudes des électeurs. J'ai tout respecté les mesures à tel point que j'étais troublée que j'ai mis ma carte d'identité dans l'urne. Dans ce bureau de vote de Montigny-le-Bretonneux, on ne se bouscule pas pour accéder aux isoloirs. Néanmoins, le maire sortant, Jean-Luc Courgault, se montre optimiste. À l'heure où je vous parle, 11h grosso modo, on est à peu près au même niveau de vote que 2014. Mais il va falloir voir l'évolution dans la journée. Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à terminer un mandat, on va dire, sur les chapeaux de roue comme ça. C'était vraiment quelque chose qui n'était pas prévu. On termine difficilement, mais sereinement quand même, parce qu'on a pris le maximum de précautions pour que les gens puissent voter comme il faut. On fait notre devoir civique, on rentre au Saint-Malo exprès. Voilà, donc on est bienvenu voter. Mais ce que je ne comprends pas très bien, c'est qu'on permet aux gens de venir voter, et entre parties, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de magasins, il n'y a plus. Alors, il faut qu'on nous explique quand même la chose là, mais bon. Une incompréhension partagée par beaucoup d'habitants avec la question de savoir si le deuxième tour sera maintenu. Pour l'heure, aucune annulation n'est prévue et les dépouillements de ce premier tour se dérouleront normalement ou presque. Le scrutin se déroule jusqu'à 20h dans le département des Yvelines pour toutes les communes. Vous êtes encore en train de vous rendre aux urnes pour exprimer votre choix. Pour ceux en tout cas qui ont fait le choix d'aller voter, vous le savez aujourd'hui, contexte très particulier en raison de cette épidémie de coronavirus. Stéphane Manson, situation inédite, forcément, on le répète sur toutes les antennes, mais cela va de soi aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenir un scrutin, c'était obligatoire ? Déjà sur le plan du droit aussi ? Non, c'était absolument pas obligatoire. Ça s'est déjà vu. Je ne sais plus quand d'ailleurs, je crois que c'était en 2014 où le mandat des conseillers municipaux avait été prorogé de 2 mois pour que les deux scrutin municipal et scrutin des européennes coïncident. Donc le législateur a tout loisir de prendre une loi, d'adopter une loi pour
prolonger le mandat des conseillers municipaux. Le report de ce premier tour aurait été tout à fait envisageable et y compris à un délai très court du jour prévu. Il suffisait pour cela, ça ne se fait pas aussi simplement, mais ce n'est pas impossible juridiquement, il suffisait de demander au Premier ministre qu'il prenne un décret, retirant le décret initial par lequel il avait convoqué le corps électoral, et il fallait ensuite, ça c'était plus délicat, réunir le Parlement pour lui demander de voter une loi prorogeant le mandat des conseillers municipaux jusqu'en juin, jusqu'en septembre. Voilà, ça aurait été possible, ça aurait été compliqué, la seconde partie du dispositif, faire voter la loi aurait été compliqué dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui, mais ce n'était pas impossible. Et à titre tout à fait personnel également, ce scrutin, sa pertinence, vous en pensez quoi? Il aurait fallu l'annuler? Oh là là, je me garderais bien de prendre Est-ce que vous avez une analyse sur cette situation? Je vous pose cette question aussi pour savoir si sur la légitimité, ensuite, on peut imaginer des recours derrière. Non, pas sur la légitimité. Ce qu'on peut imaginer, en revanche, ce qu'on peut très bien imaginer, c'est l'hypothèse dans laquelle donc, ce premier tour a lieu, des listes vont être installés dès ce soir. Vous avez des communes où il n'y avait qu'une liste, vous en avez d'autres où il y en avait même deux, donc en principe c'est joué. Le maire sera élu dans les semaines qui viennent, et puis d'autres communes dans lesquelles le conseil municipal ne sera pas installé. Donc cette distorsion, elle est dommageable. Il n'est pas impossible de repousser le second tour, sachant que plus ce second tour sera repoussé par la loi, et plus les hypothèses de distorsion, les éventuelles hypothèses de motifs d'illégalité devant le juge administratif, qui est juge des élections municipales, pourraient émerger, si vous voulez. Donc, plus on attend et plus ça fragilise, sachant que les élections à deux tours constituent, aux yeux du juge, un ensemble indivisible. On ne peut pas séparer les deux tours. Un scrutin à deux tours, c'est le premier plus le second tour. Donc, là encore, attendons et voyons, mais si le second tour n'a pas lieu dimanche prochain, là, ce sera une situation juridiquement très intéressante. Grégory, c'est la question que j'allais vous poser également. Peut-on imaginer une annulation, un report de ce second tour, sachant que, alors c'est encore du conditionnel, mais une situation de confinement pourrait arriver dans les prochains jours, rendant, on l'imagine en tout cas, impossible la tenue d'un second tour, même si, on l'a vu encore avec aujourd'hui, rien n'est impossible, même en situation de confinement, on peut appeler les électeurs aux urnes, en tout cas, c'est légalement possible. Eh bien, Wilfried, le code électoral est clair. En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour. C'est l'article 56 qui le dit. Ça veut dire quoi? Comme le disait Stéphane Monson, que l'élection municipale est indissociable, elle forme un tout. Donc, si report du second tour il y a, le premier tour sera considéré comme caduc. Il faudra revoter pour les deux tours, même si il y a dans certaines communes où, par exemple, il y a deux candidats, l'élection d'un candidat dès le premier tour, il faudrait revoter pour ces élections. Alors, dans ce cas-là, le Parlement réuni en session extraordinaire devra voter dans la semaine une loi pour prolonger le mandat des conseillers municipaux sortants. Il expire le 31 mars prochain et la tenue de nouvelles élections également devra être décidée et votée. Alors, soit pour plus tard dans l'année, mais il est possible aussi que ce soit reporté à l'année suivante. Merci Grégory. On vous retrouvera tout au long de la soirée pour nous faire part des différents résultats. Nous ferons des points régulièrement. Nous aurons aussi au cours de cette soirée les principaux responsables politiques du département en ligne. Et puis sur le terrain, je vous le disais tout à l'heure, nos journalistes aussi. Ils se trouvent dans une vingtaine de communes du département, 25 un peu plus pour être précis, sur les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, de l'agglomération, mais aussi à Saint-Cyr-l'École, à Saint-Germain-en-Laye, à Poissy, à Rambouillet ou encore à Vélizy. Et justement, nous allons partir du côté de Poissy à présent, où se trouve Mickaël Elmidoro. Sur la commune de Poissy-Ville, de 37 000 habitants, la liste divers centres #KO 2020 menée par Carl Olive est la liste favorite de ces élections municipales ici. Le vainqueur en 2014 dès le premier tour avec 62,42%. Le maire sortant espère faire aussi bien cette année. Face à lui, Jean-Pierre Mercier, candidat extrême gauche lutte ouvrière, Fanny Bernard, tête de liste de Poissy Ensemble et fille de l'ancien maire Frédéric Bernard. La principale challengeuse devrait être Nathalie Martin de la liste Poissy Demain, une candidate de sensibilité de gauche. À l'heure actuelle, nous n'avons pas encore de tendance sur ces élections. Nous avons tout de même quelques chiffres sur la participation. Elle serait de 47% à 19h. En 2014, lors des dernières élections, la participation était de 58,77% dans la commune à 20h.
taux de participation qui est tout de même en baisse. Stéphane Manson, on va en parler dans un instant. Je vous donne un autre chiffre aussi du côté de Mantes-la-Ville, où se trouve l'un des journalistes de LFM, également partenaire pour cette soirée électorale sur l'antenne de TV78 et de Radio Sensation. LFM qui nous informe que le taux de participation sur Mantes-la-Ville est de 41,52% à 19h contre 48,75% en 2014, une baisse de 7 points, ce qui est tout de même significatif. Dans certaines communes, on risque d'avoir quand même des taux assez forts, on a entendu sur Poissy. Là aussi, alors c'est pas surprenant vu la situation actuelle, mais le scrutin municipal, on le rappelle, reste en général un scrutin avec une forte participation. Oui, absolument, vous avez raison. Alors on a coutume de dire que le maire continue à être l'élu préféré, l'élu favori des Français, ce qui reste à voir, mais qui, globalement, je pense, correspond à la réalité. Et comme vous le signalez, les élections municipales restent, avec l'élection présidentielle, le scrutin qui suscite la plus forte participation. Il n'en reste pas moins que depuis 1983, l'abstention ne cesse de progresser, y compris aux élections municipales. On avait en 1983 20% d'abstention, c'est-à-dire 80% de participation, ce qui est énorme. Hein. Et de scrutin municipal en scrutin municipal, c'est-à-dire tous les 6 ans, ce taux de participation perd assez régulièrement 2 à 4 points à chaque fois. Ce qui fait qu'on en est arrivé en 2014 à 36% d'abstention. Ce qui était déjà énorme, ce qui avait été considéré comme étant une abstention extrêmement forte, jamais connue jusqu'à présent. Le scrutin précédent, c'était 33% en 2008, et ça ne cesse de décroître. Donc depuis une petite quarantaine d'années, là on va atteindre, je pense, des records dans un contexte évidemment tout à fait exceptionnel. Mais malgré tout, il y a des enjeux dans ce scrutin, on a presque tendance à l'oublier. Il y a des enjeux pour le gouvernement, La République En Marche. Il y a des enjeux aussi pour Europe Écologie Les Verts, par exemple, après les européennes où la formation politique écologiste s'en était plutôt bien sortie. On a tendance un petit peu à l'oublier, mais derrière ça, il y a des formations politiques qui vont regarder les résultats et les analyser ce soir. Alors ça, évidemment, et je pense que c'est ce qui, comme de coutume, va être fait toute la soirée. Je ne veux pas dire que c'est un tort, mais il faut malgré tout rester prudent, puisqu'il s'agit avant tout, ne l'oublions jamais, de 35 000 scrutins locaux, avec avant tout des enjeux locaux. On ne peut évidemment s'empêcher de donner des grandes significations, de tirer des grands enseignements nationaux, évidemment. Pourquoi ? Parce que vous avez 47 millions de personnes, c'est le corps électoral français, qui votent le même jour en même temps. Il n'y en aura pas 47 millions aujourd'hui. Pas cette année, en tout cas. Pas cette année. Donc on ne peut jamais s'empêcher, et c'est tout à fait légitime et naturel, de tirer des enseignements nationaux, mais il faut toujours pondérer malgré tout. Alors, vous l'avez signalé, moi, de mon point de vue, je pense qu'il y a 2 formations politiques qui, aujourd'hui, peuvent se voir appliquer un enjeu vraiment tout à fait particulier. C'est, vous l'avez dit, Europe Écologie Les Verts, qu'on a vu se présenter à ce scrutin en n'ayant pas pour pratique de dissimuler le label politique. Moi, j'ai regardé soigneusement les panneaux électoraux, et dans beaucoup de grandes villes, Europe Écologie Les Verts, c'était le seul label politique visible. C'est un des derniers labels visibles. Voilà, pour toutes les autres formations politiques, en revanche, on en parlera sans doute. Mais c'était de l'invisible. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, l'enjeu pour Europe Écologie Les Verts, c'est de savoir si, déjà au plan local, ce parti qui, avec 13% aux européennes, avait fait un bon score, pas un très bon score, mais un bon score, peut aujourd'hui se dire le parti pivot, le parti central de la gauche, puisque les alliances avec le Parti socialiste ont, dans l'ensemble, été rompues. Et puis l'autre enjeu, me semble-t-il, au-delà de la République En Marche, là je pense que l'enjeu est assez, si vous voulez, est assez faible pour la République En Marche, c'est les Républicains. C'est les Républicains, pourquoi ? Parce qu'en 2014, c'est le parti qui avait de très loin dominé nationalement le scrutin municipal. Les Républicains avaient remporté beaucoup de mairies, y compris beaucoup de mairies de communes de plus de 10 000 habitants, avec des grandes villes importantes comme Marseille, évidemment. Là, il faudra voir ce qui se passe. Mais la question qui se pose, c'est de savoir si le déclin, l'atomisation du parti Les Républicains se poursuit. Si c'est un désastre ce soir, ce sera compliqué pour les Républicains de poursuivre comme si de rien n'était. La République En Marche, 2000 élus, revendique aujourd'hui 2000 élus locaux
qui l'ont plutôt, qui s'y sont conformés et cherchent à multiplier ce chiffre par 5, 10 000 élus locaux, pas forcément 10 000 maires, mais 10 000 au moins dans les conseils municipaux, ce qui au fond est très peu. C'est une ambition extrêmement modeste, puisqu'il y a 500 000 conseillers municipaux. On va prendre une commune des Yvelines où il y a peut-être un enjeu sur un duel République en marche. C'est la ville de Rambouillet, ville emblématique des Républicains. L'ancien maire, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher. Aujourd'hui, il n'est plus maire. Il y a Marc Robert qui siège, mais qui ne sera pas candidat et qui n'était pas candidat à sa succession pour des raisons de santé. C'est Véronique Matillon qui l'a remplacé. Cette liste-là, et face à cette liste-là, un candidat dissident de l'ancienne majorité, Gilles Schmitt. Sur sa liste, Aurore Berger, qui est députée et porte-parole également à l'Assemblée nationale pour la République en marche. Donc il y a un petit enjeu tout de même sur cette commune. Et nous retrouvons sur place François Poulet, journaliste de Radio Sensation. Pour nous faire un point, il est aux côtés de Marc Robert. Alors, monsieur le maire, premier tour des élections municipales 2020, comment s'est déroulée cette journée? On le sait, dans un contexte un petit peu particulier. Écoutez, parfaitement bien, parce que déjà nous avions fait en sorte de préparer les bureaux de vote le mieux possible, en respectant tout ce qui nous avait été demandé. Ceci a été fait par les services, ça me permet aussi de les remercier, parce que c'est quand même une implication quand même très forte de leur part. Ceci dit, oui, ça s'est très bien passé, les électeurs sont venus, sans doute un peu moins en nombre que nous aurions pu l'espérer, mais au regard du contexte, c'est plutôt pas mal. Enfin, on attendra naturellement de faire le cumul de l'ensemble des 20 bureaux de vote de Rambouillet. J'ai trouvé les électeurs très responsables, par eux-mêmes respectant tout ce qu'on souhaitait en définitive et ce qu'on leur avait demandé. Plutôt très sympathiques avec nous, avec beaucoup de politesse, beaucoup de bienveillance. Écoutez, j'en ai fait beaucoup de scrutins à Rambouillet. Je dois avouer que celui-ci me marquera compte tenu du contexte, mais aussi par rapport à la relation que nous avons eue avec les électeurs. Nous sommes maintenant au-delà des 20 heures, nous connaissons quelques chiffres, le chiffre de la participation au niveau national, de l'abstention surtout, puisque c'est celui-ci qui est le plus significatif, 56% d'abstention au niveau national. Nous allons le commenter dans un instant. Pour l'instant, nous partons du côté de Montigny, le Bretonneux. Marilène Yapichino, journaliste TV78, est sur place. Elle nous fait le point sur la situation dans cette commune de Saint-Quentin en Yvelines. À Montigny-le-Bretonneux, les électeurs ont été peu nombreux à se déplacer au bureau de vote malgré toutes les précautions prises concernant le coronavirus. Voilà, pour ce point, avec un petit souci technique, vous l'avez entendu. On revient sur cette abstention, Stéphane Manson. 56% d'abstention au niveau national, je le rappelle. C'est beaucoup plus qu'en 2014, dernier scrutin municipal. 20 points de plus. 20 points de plus qu'en 2014. On avait 36% d'abstention en 2014, 56% aujourd'hui. Alors, c'est évidemment pas étonnant, si ce n'est que je ne sais pas si on s'attendait honnêtement à un taux d'abstention si élevé. Au regard de ce qui semblait se tramer, de ce qui semblait se préparer. 44% de participation, c'est évidemment tout à fait exceptionnel. Et on imagine les formations politiques, les unes après les autres aussi, appelées au manque de représentativité de ce scrutin. Oui, alors ça, évidemment, c'est de bonne guerre, c'est l'argument à chaque fois. C'est déjà le cas d'une manière générale, souvent avec une abstention forte non liée à une crise sanitaire. Voilà, c'est hélas des chiffres, si vous voulez, auxquels il faut s'accoutumer. Il ne faut pas s'en satisfaire. Il faut s'interroger sur les raisons, c'est très complexe d'ailleurs, pour lesquelles l'abstention est si forte. Aujourd'hui, on en a eu évidemment une vague idée, une idée précise. Mais en tout cas, il faut dissocier la question de la légitimité, la question du taux de participation dans de très grandes démocraties, de très vieilles démocraties. Je pense aux États-Unis, qui est une démocratie depuis beaucoup plus longtemps que nous. Les taux de participation sont traditionnellement très faibles. Quand vous avez un taux de 50% en temps normal, c'est énorme, c'est un taux très fort. Il ne vient pas à l'idée des citoyens ou des journalistes de contester la légitimité des élus, même avec 50% de participation. C'est regrettable, mais la question de la légitimité n'a pas à être engagée de ce point de vue-là. Est-ce qu'en fonction de ce taux qui sera affiné au fur et à mesure des prochaines heures et des dépouillements qui vont arriver, on peut imaginer le gouvernement justifier un report du second tour ?
Se servir de ce chiffre ça serait, ça serait très imprudent parce que on en a parlé tout à l'heure. Reporter le second tour, ça engagerait vers des risques contentieux, vers une fragilisation des résultats du premier tour et vers un risque de neutralisation. C'est pas d'annulation puisque seul le juge peut annuler, mais de neutralisation des résultats du premier tour. Alors vraiment, non, ça serait. Moi, j'imagine pas cela. Mais enfin, tout est possible dans le contexte actuel. Stéphane Manson, vous restez avec nous. Nous allons continuer à analyser les premiers chiffres qui vont arriver et puis la situation assez inédite durant laquelle s'est déroulé ce premier tour de scrutin des municipales 2020. Situation réellement inédite sur fond de crise sanitaire liée au coronavirus. Nous allons revenir néanmoins sur les enjeux de ces scrutins dans le département des Yvelines, commune par commune, les communes importantes. Il y a une commune importante sur Saint-Quentin en Yvelines où il y a un enjeu particulier et peut-être un risque de basculement également. C'est la commune de Trappes, commune détenue par Guy Malandin depuis plusieurs mandats, le maire sortant qui a choisi de se représenter, entraînant une scission au sein de sa majorité, puisque Ali Rabet, son ancien adjoint, a décidé de se présenter face à lui. Il y a donc plusieurs listes issues de la même majorité. Voici un rappel sur les candidats qui sont engagés à Trappes. Différents candidats qui sont engagés à Trappes et puis bien sûr nous nous retrouvons dans un instant pour continuer à commenter cette soirée électorale dans les Yvelines sur TV 78 et Radio Sensation. Trappes, ville de 32 714 habitants où 5 candidats se font face pour les élections municipales. Président de la pépinière d'entreprise Promopole, Othman Nasrou est candidat pour la deuxième fois au scrutin dans la ville après 2014. L'élu d'opposition, également conseiller régional, fait équipe avec Moustapha Larbaoui, l'ancien président du club de football local. Sa liste est soutenue par la droite et le centre départemental. Aujourd'hui, on a construit un grand rassemblement autour d'un projet et donc nous avons identifié les 10 priorités essentielles qui sont celles des habitants, qui sont celles que nous défendons depuis 2014. Il y a des choses utiles qui ont été faites à Trappes ces 20 dernières années, mais ce qui n'a pas été fait en 20 ans ne le sera pas dans les prochaines années par les mêmes personnes. Il faut donc qu'on aille sur les sujets qui n'ont pas encore été traités. C'est une première candidature pour lui au municipal à Trappes. Patrick Planck était déjà en lice il y a 3 ans sur le territoire comme candidat suppléant aux dernières législatives. Comme toutes les listes lutte ouvrière, il souhaite organiser la lutte des travailleurs au niveau de la commune. C'est une ville ouvrière avec une longue histoire de lutte quand même. Et quand on parle aujourd'hui de recréer un parti de travailleurs, un parti ouvrier qui organiserait les choses dans les quartiers, qui organiserait les choses dans la ville, et dans les plus anciens, il y a une petite étoile. Il est le maire de Trappes depuis 2001. Guy Malandin est en lice pour un 4e mandat dans la ville, une candidature d'hiver gauche soutenue par La République En Marche, le Parti Socialiste et le Parti Radical de Gauche. L'élu souhaite rester à la tête du conseil municipal pour voir aboutir les projets lancés comme l'enfouissement de la Nationale 10. Il y a besoin de continuer au plan humain, social, éducatif, urbanistique, etc. Il y a besoin de continuer, de poursuivre la politique qui a été menée jusqu'ici pour terminer. Alors terminer, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra rien faire. Il y a encore des choses qui me tiennent à cœur. Cette campagne est son premier engagement politique. Bakou Keïta est la tête de liste de Citoyens en Action, candidature portée avec son binôme Youssef Bouchiki, et derrière eux un collectif d'habitants qui souhaitent que les trappistes se réapproprient leur ville en favorisant notamment la démocratie locale. La ville des Trappes est gérée par des gens qui ne sont pas issus de Trappes déjà et qui ne connaissent pas nos problèmes. On a beaucoup de difficultés à Trappes au niveau logement, social, jeunesse, etc. Et nous, on veut mettre le point sur ça et vraiment travailler l'amélioration de tout ça, quoi. Enfin, l'adjoint au maire Ali Rabet est également candidat face au maire sortant. Sa liste est soutenue par Génération, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste. L'élu peut compter aussi sur l'appui de Benoît Hamon. Côté éducation, c'est le retour à la semaine de 4 jours qu'il souhaite pour la rentrée 2020. Donc on a organisé un référendum pendant 3 semaines. Nous sommes allés au contact des habitants, dans les marchés, chez l'habitant, dans les gares, dans les écoles également. Et on a recueilli plus de 1000 votants, ce qui est vraiment très impressionnant et qui montre que les trappistes ont envie de donner leur avis. À près de 80%, les trappistes ont décidé de revenir à la semaine de 4 jours. Voilà pour les candidats qui sont engagés à Trappes et nous verrons dans quelques instants les résultats de ce scrutin et puis aussi la participation sur Trappes qui est en général plutôt faible et on verra si en plus la situation a fait que c'est encore plus bas cette année. Nous partons pour les Clés-sous-Bois. À présent, c'est Manon Varaldo qui se trouve sur place. Elle est aux côtés d'un des candidats qui est engagé dans ce scrutin, candidat de liste d'hiver gauche, Nicolas Hu.
Alors, Monsieur Hu, vous êtes conseiller municipal d'opposition et vous vous présentez pour être maire des Clés-sous-Bois avec votre liste L'autre projet pour les Clés-sous-Bois. Si vous êtes élu, quels sont les projets que vous souhaitez mettre en place pour les Clés-sous-Bois ? Alors ils sont nombreux évidemment, bien entendu, mais nous avons ciblé des priorités qui sont déjà priorisées sur les 3 quartiers de la ville, le centre-ville, le quartier ouest et le quartier nord, avec une revitalisation du centre-ville qui aujourd'hui périclite peu à peu en matière de commerce de proximité, un grand lancement de projets de rénovation urbaine sur le quartier ouest et évidemment un grand réaménagement et réhabilitation du projet Pôle Gare qui comprend un projet de maison de solidarité et de vie associative sur un périmètre de 500 mètres autour de la gare, puisque c'est le projet de pôle qui est porté aujourd'hui par l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, évidemment en lien avec la ville. Les élections municipales de cette année se déroulent dans une ambiance particulière avec le coronavirus. Vous craignez plus d'abstention que d'habitude ? Oui, malheureusement, malgré que toutes les précautions sanitaires aient été prises par l'ensemble des services de la ville sous la conduite de la préfecture, bien entendu, malheureusement, on peut estimer que ce scrutin ne va pas se dérouler de la manière qu'il aurait pu se dérouler il y a encore quelques jours ou quelques semaines. Et malheureusement, je pense que l'abstention va être aujourd'hui malheureusement record. Oui. Voilà pour les quelques mots de Nicolas Hu au micro de Manon Varaldo. Je rappelle que sur cette commune des Clés-sous-Bois, il y a plusieurs candidats qui sont engagés, 5 listes. Nicolas Hu, vous avez entendu, Anne-Claire Frémont, Stéphanie Jamin, Philippe Guiguen et Olivier Augustin également. Et il y aura forcément, quoi qu'il advienne, un ou une nouvelle maire dans cette commune, puisque Véronique Coté-Millard a annoncé qu'elle ne se représentait pas. Elle a apporté son soutien à Anne-Claire Frémont. Mais là aussi, dans cette commune, il y a division de la majorité. Philippe Guiguen, ancien de cette majorité, a donc, lui, décidé de se présenter avec une autre liste. Je vous invite à rester avec nous pour suivre les résultats. Et puis également, sachez que vous pouvez suivre tous ces résultats sur notre site internet et aussi via notre application mobile. tv78.com, c'est le nom de notre site internet. Et n'oubliez pas les réseaux sociaux également, Twitter et Facebook, pour vous tenir au courant et puis pour commenter cette soirée électorale. Nous avons en ligne avec nous Patrice Carmouze, directeur de la rédaction de TV78. Patrice, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Patrice, on ne vous entend pas sur le plateau, mais il me semble que vous êtes bien en ligne avec nous. Voilà, on vous entend dans un instant. Patrice, quelques mots déjà, votre sentiment sur ce scrutin, sur ces premiers chiffres d'abstention qui sont tombés jusqu'à présent. La vraie question qui se pose, c'est est-ce que ces élections ont un sens ou pas, quoi. Parce qu'on va perdre 15 à 20 points de participation. En gros, le nombre de votants, c'est à peu près le nombre de votants, ça va être le nombre d'abstentions de la dernière fois. Enfin, on est dans les alentours de 35-38%. Alors, il y a donc cette donnée chiffrée qui est importante. Il y a une donnée psychologique aussi, c'est-à-dire le climat dans lequel se sont déroulées ces élections. Quand vous entendez le ministre de l'Éducation dire qu'il va y avoir 50% ou plus de la population qui va être atteinte, que le président de la commission médicale des hôpitaux dit aux gens de ne pas aller voter, c'est vrai que les gens qui se rendent dans les bureaux de vote, ils ont l'impression de prendre des risques et pour le coup, on ne peut pas en vouloir à ceux qui s'abstiennent. Et d'ailleurs, l'abstention est assez différente des abstentions habituelles. Généralement, les abstentions, elles sont assez réparties et donc ça n'a pas une grosse influence sur le résultat des élections. Là, on n'a pas encore les données chiffrées, mais d'après les témoignages qu'on a des gens qui étaient dans les bureaux de vote, les jeunes sont plutôt allés voter, les vieux se sont plutôt abstenus. C'est peut-être ce qui explique d'ailleurs la colère un peu par exemple Valérie Pécresse, qui dit on comprend pas comment on peut dire d'un côté on protège les Français et puis de l'autre on leur fait prendre des risques. Donc on va entendre de plus en plus de voix qui vont contester ces élections et peut-être qui vont demander leur annulation, ou ce qui est probable, ou en tout cas le report du deuxième tour. Et comme vous le disiez, d'ailleurs, on attend dès demain une autre prise de parole présidentielle avec peut-être l'annonce d'un confinement, ce qui va rendre le deuxième tour très compliqué. Donc voilà, c'est des élections extrêmement particulières qu'il va falloir analyser sans doute aussi de manière particulière. C'est-à-dire que les vieux outils d'analyse politique, ils vont pas tellement marcher là-dessus, même si, d'après les premiers résultats qu'on a, quand même, il y a quand même cette primo sortant qui existe toujours, et puis après, on va éliminer. Évidemment, plus une élection est difficile à interpréter, plus on se reporte vers les villes symboliques. Alors, il y a Mantes-la-Ville, dans les Yvelines, par exemple, qu'on va regarder mais de la même façon qu'on va regarder Paris, Lyon, Marseille, peut-être Perpignan avec Lyon. Donc on va se reporter sur des villes symboliques, mais est-ce que ça veut dire grand-chose politiquement? Moi,
pense que c'est quand même les premières élections qui se déroulent dans un climat pareil, et c'est ça qui est important. Mantes-la-Ville, nous le rappelons, c'est le seul candidat, en tout cas maire sortant du Rassemblement, aujourd'hui Rassemblement National avec ce Front National, qui se représente une nouvelle fois, et c'est la seule mairie en Ile-de-France détenue par le Rassemblement National. Effectivement, c'est une ville... Il y avait un maire du Rassemblement National qui est réélu au premier tour. Donc il y a là aussi parfois une prime au sortant. À Lyon, à Perpignan, il fait un score dans les 34%, qui est pas très loin de ce qu'il avait fait la dernière fois. La dernière fois, il y avait eu alliance entre les autres listes qu'il avait fait battre au second tour. Est-ce qu'il va y avoir alliance cette fois entre les autres listes? Ça aussi, c'est des discussions politiques un peu classiques. Je pense que c'est pas ça l'important de ces élections. C'est à la fois le taux de l'abstention et puis le climat psychologique dans lequel elles se sont déroulées, qui change quand même le sens complet de ces élections. Est-ce que d'ailleurs ça intéresse encore les Français, ça intéressait beaucoup les Français d'aller voter? Est-ce qu'ils n'étaient pas préoccupés par autre chose? Probablement que si. Merci beaucoup Patrice pour ces quelques réactions, analyses également à chaud, alors que les premiers résultats vont arriver, en tout cas que nous avons quelques chiffres. Patrice qui nous parlait, voilà, vous l'avez sans doute entendu, un très joli Larsen en plateau, qu'on va couper de suite. Voilà, Patrice qui parlait d'un scrutin particulier, avec une atmosphère particulière, atmosphère d'autant plus particulière par exemple qu'à Versailles, la commune de Versailles a décidé de fermer ses portes, en tout cas de limiter l'accès au maximum aux gens qui voudraient assister à l'annonce des résultats, un moment plutôt symbolique en général. Et bien la ville de Versailles le fera quasiment à huis clos. Camille Lambert pour la rédaction de TV78 se trouve sur place. Ici à Versailles, la mairie a décidé d'annuler sa soirée électorale prévue en raison de la recommandation du gouvernement à limiter les rassemblements de plus de 100 personnes. Les résultats des 42 bureaux de vote de la ville sont quand même attendus ici. Ils ferment à 20h et on devrait avoir les premières tendances vers 21h. Comme dans toute la France, les mesures d'hygiène ont été prises pour mener à bien ces élections dans un contexte exceptionnel. Gel hydroalcoolique dans chaque bureau, évidemment, port de gants et de masques. Les électeurs étaient invités à venir avec leur propre stylo. On rappelle que c'est à Versailles, d'ailleurs, que les premiers cas de coronavirus ont été détectés dans les Yvelines. La ville avait fermé 8 classes de l'école Lully-Vauban dès le 10 mars, car une enseignante de musique avait été testée positive au coronavirus. Et malgré la menace et le climat tendu engendré par le Covid-19, on espère que la fréquentation a tout de même été importante. La fréquentation des bureaux de vote avait atteint plus de 54% au premier tour en 2014. Pour l'instant, elle était d'environ 34% seulement à 18h ici. Et des images inédites. On voyait Camille Lambert sur place à Versailles et derrière elle, les bureaux prêts, les assesseurs ne sont pas là. Et d'ailleurs, on se demande si toutes les communes vont bien réussir à trouver des assesseurs. D'ailleurs, ça c'est un cas d'école parce que comment ça se passe dans ce cas-là concrètement si les villes ne peuvent pas dépouiller? Écoutez, logiquement, le président du bureau de vote a un quasi-pouvoir de réquisition des citoyens. Alors, ça s'est peut-être produit. Puis vous aviez quand même 106 communes, 100 candidats. Où il n'y avait pas de candidat du tout. Donc dans ce cas-là, alors 106 sur 35 000, hein, c'est pas quelque chose d'énorme, mais enfin à chaque scrutin municipal, il y a toujours cette petite marge de communes sans aucune liste, sans aucun candidat. Et donc dans ce cas-là, la loi prévoit la mise en place d'une commission spéciale par le préfet qui gère la commune pendant un délai maximum de 3 mois, qui est chargée d'organiser de nouvelles élections. Et puis s'il n'y a toujours pas de candidat, alors il faut que l'État prenne ses dispositions et rattache la commune sans maire et sans conseil municipal à une commune voisine. Alors, on n'espère pas arriver dans ces extrêmes-là non plus, mais en tout cas, voilà pour ces éclairages. Vu le scénario de science-fiction dans lequel nous sommes, il faut tout envisager. Effectivement, voilà. à chaque heure, une nouveauté. Vous le vivez, vous, chacun, au quotidien, chez vous. Merci de nous suivre. D'ailleurs, on imagine que vous suivez les informations également nationales qui arrivent au fur et à mesure dans un contexte ô combien particulier. Je vous donne un taux de participation, cette fois-ci à Voisins-le-Bretonneux. Taux de participation à 20h, 47%. Et puis également une participation à Elancourt, 2014, 55%. Pour cette année 2020, 36,15% à 20h. Taux de participation extrêmement faible. Beaucoup moins d'un électeur sur 2, un électeur sur 3 qui se déplace aux urnes sur la ville d'Elancourt. Ville d'Elancourt détenue par le maire sortant, Jean-Michel Fourgou, c'est le maire sortant, également président de Saint-Quentin en Yvelines, lui-même plutôt républicain. On verra s'il y a cette prime au sortant. Est-ce que justement c'est un contexte favorable ou non au sortant? On le verra également dans un instant. J'aimerais qu'on parte pour à présent à la ville de Magny-les-Hameaux. Dans cette commune-là, 2 listes.
celle du maire sortant, Bertrand Houillon, ancien socialiste, plutôt du côté de Génération aujourd'hui. Face à lui, Lionel Lindemann. On retrouve Mélanie Poquet sur place. L'actualité sanitaire ne semble pas avoir empêché les Manicois de voter. À 19h, le taux de participation était de 42%, mais on est bien loin de 2014. Pour rappel, cette année-là, le taux de participation définitif était de 66%. Alors à Manille-les-Hameaux, 2 listes sont en lice pour ce scrutin. Il n'y aura donc qu'un seul tour pour ces municipales. Les 2 listes sont composées de Bertrand Houillon, le maire sortant. Il est la tête de liste Ensemble pour Manille. Il brigue un 3e mandat. Face à lui, la liste Manille Citoyen, menée par Lionel Lindemann, conseiller municipal d'opposition depuis décembre 2018. Il était alors sur la liste d'Aurore Berger. Voilà, et au fur et à mesure, ce sont les taux de participation dans les communes qui arrivent. Taux de participation à Mantes-la-Ville, ville du Rassemblement national dont nous parlions il y a un instant, à 20h, 42,51%, 50% en 2014, baisse de 8 points. C'est un peu moins par rapport à ce dont nous parlions il y a quelques instants sur la ville d'Élancourt, où là, il y a une baisse qui serait de 20 points. On attend la confirmation définitive des chiffres par la préfecture. Si vous êtes avec nous tout au long de la soirée, vous les aurez, bien évidemment, tous ces chiffres et tous les résultats des principales communes des Yvelines, de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec les journalistes aussi sur le terrain. Primo sortant, on peut imaginer ce contexte plutôt favorable au maire sortant. Quand on voit aussi peu de mobilisation, on imagine que ça s'est resserré, cristallisé autour du maire sortant, quelle que soit sa couleur politique. Absolument, c'est plutôt cela, sachant en plus que ce qu'on appelle la prime au sortant, la prime à l'élu sortant, joue le plus fortement à l'occasion des élections municipales. Beaucoup plus qu'aux législatives, sauf quelques exceptions. Et puis ça joue évidemment pas aux présidentielles. On l'a vu ces derniers temps. Mais le maire continue à être l'élu le plus apprécié par les Français, par les électeurs. Et c'est l'une des manifestations de cet amour immodéré pour l'édile locale qui se manifeste là. Je rappelle tout de même que le maire a un poids particulier parce qu'il se prononce aussi sur les élections sénatoriales. C'est un scrutin indirect. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer... Le maire et les conseillers municipaux. Oui. Donc on peut imaginer aussi là que du côté du Sénat, on se dit qu'on va être dans la continuité. Alors c'était l'enjeu. On parlait des enjeux des grands partis. C'était essentiellement, me semble-t-il, l'enjeu pour La République En Marche, de faire augmenter un peu le nombre de conseillers municipaux, de les faire passer de 2000 à 10 000, pour ensuite envisager des choses un peu plus sérieuses du côté des élections sénatoriales. Nous allons continuer à parler de ces résultats avec vous. Stéphane Manson, professeur de droit public, doyen honoraire de la faculté de droit de sciences politiques de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Nous allons à présent partir pour la commune de Saint-Cyr-l'École. Saint-Cyr-l'École, là aussi 2 listes. Celle de Sonia Brault, maire sortante, mais qui, elle, a récupéré l'écharpe tricolore en cours de mandat, puisque Bernard Debain a, lui, démissionné pour donc passer la main. C'est son premier scrutin en tant que tête de liste. Cette fois-ci, elle est opposée à une candidate de groupe de gauche, liste plutôt associative d'ailleurs. Là aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais avec Stéphane Manson. Mais il y a beaucoup de listes qui sont nées cette année de mouvements associatifs citoyens. Quoi qu'il en soit, on retrouve Aurélie Ronze sur place à Saint-Cyr-l'École pour faire un point sur la situation. Durant toute la journée, les Saint-Cyriens se sont rendus dans les 13 bureaux de vote que compte la commune. Des bureaux où, bien évidemment, les mesures de précaution avaient été mises en place en raison du Covid-19. À 19h, le taux de participation était ici de 36,80%. Alors, on rappelle que 2 candidates sont en lice. La maire sortante, Sonia Brault, avec sa liste d'hiver droite Saint-Cyr au cœur 2020. Sonia Brault qui participe pour la première fois à ce scrutin en tant que tête de liste, puisqu'on le rappelle, elle avait succédé à Bernard Debain en février 2019. Suite à la démission de ce dernier. Et puis première candidature également pour Lydie Dulompont qui est à la tête de Saint-Cyr-l'École en commun, une liste citoyenne. 2 candidates donc logiquement un seul tour. Les Saint-Cyriens sauront ce soir avant minuit quelle sera la première magistrate de la ville pour les 6 prochaines années. Merci Aurélie pour ce point sur la commune de Saint-Cyr-l'École, nos journalistes et ceux de Radio Sensation que nous retrouverons tout au long de la soirée. Je vous donne un autre chiffre en attendant les résultats et de voir s'il y a cette fameuse prime au sortant ou pas, vu ce contexte particulier. Du côté de Vélizy, 42,24% de participation contre 64% en 2014. Là aussi, on est sur une vingtaine de points en moins. Vélizy, ville que nous allons suivre aussi particulièrement, puisque Valérie Pécresse, la présidente de la région, s'est engagée aux côtés de Pascal Thévenot,
qui est le maire sortant, Valérie Pécresse, qui revient à ses premières amours, puisqu'elle était députée de cette circonscription de Vélizy. Là, elle se présente sur une liste électorale en position éligible, également pour siéger au sein de l'agglomération après, puisqu'il y a aussi cet enjeu-là des agglomérations dont nous parlerons tout à l'heure, puisqu'on vote également pour nos élus communautaires. Et Valérie Pécresse qui s'interrogeait encore sur le maintien justement de ce scrutin. On imagine qu'en voyant cette participation, elle ne pourra que réitérer ses propos. Juste avant la séquence avec Aurélie Ronce du côté de Saint-Cyr-l'École, on parlait de ces listes associatives. Cette année, beaucoup plus que d'autres, les listes aujourd'hui se montent autour de collectifs, d'associations, cachent pour la plupart des étiquettes et des affinités politiques et se revendiquent citoyennes. Ça aussi, c'est une nouveauté. Alors, ça n'est pas exactement une nouveauté pour les scrutins municipaux. Il y avait déjà quelques listes labellisées citoyennes, enfin qui s'auto-labellisent citoyennes. On en avait déjà pas mal en 2014. Et on en dénombre environ 500. Alors, quand on dit 500 sur 35 000, là encore, ça apparaît comme étant tout à fait négligeable, mais 500 listes labellisées, auto-labellisées citoyennes, plutôt dans les communes de plus de 10 000 habitants, ce qui à l'échelon français, les communes de plus de 10 000 habitants, ce sont des grandes communes, hein, puisque je le rappelle, 80% des communes françaises comptent moins de 2 000 habitants. Donc 10 000, c'est déjà une grande commune. Alors ces listes citoyennes, on les labellise citoyennes faute de mieux. Je crois que ça illustre deux choses. Ça illustre fondamentalement, plus encore en 2020 qu'en 2014, la défiance qui peut exister à l'égard non seulement du monde politique, mais surtout des partis. Alors ça, cette défiance à l'égard des partis, elle n'a probablement jamais été aussi forte qu'à l'occasion de ce scrutin de 2020. Et puis, ça illustre aussi un élan participatif. Disons cela comme ça, c'est pas très précis si vous voulez. Alors moi, on a pu parfois, j'ai pu lire de ci et de là qu'on raccrochait cela aux gilets jaunes, aux divers mouvements sociaux, etc. Pourquoi pas, mais je ne pense que c'est pas corrélé de manière si étroite, si vous voulez. Ce qui est vrai en revanche, c'est que vous l'avez signalé dans votre propos à l'instant, c'est que beaucoup de ces listes sont en principe, en général, assez souvent constituées par une symbiose, une hybridation entre plutôt des membres de la France Insoumise, du Parti communiste, de génération... Une gauche très plurielle, une gauche très plurielle 2.0. Une gauche 2.0, on peut dire cela. Alors, il y a eu des phénomènes très intéressants, notamment dans la désignation des têtes de liste, assez souvent. Alors, c'est souvent des scrutins sans candidat ou sans candidate. Absolument. Alors, scrutin sans candidat, avec donc des têtes de liste qui sont désignées par vote des militants ou des colistiers. Et puis, des phénomènes aussi assez intéressants sur la manière dont les programmes, dont les projets ont été déterminés, de manière beaucoup plus ouverte que ne le feraient ou que ne le font traditionnellement les listes plus ou moins chapeautées par des partis politiques traditionnels. Mais enfin, tout cela, c'est le signe, une fois de plus, on peut le déplorer, d'une défiance très forte à l'égard des partis politiques. Taux de participation à Saint-Germain-en-Laye. Je vais vous donner des taux de participation tout au long de cette soirée et ils sont significatifs. 36% de participation à 20h à Saint-Germain-en-Laye, ville où pourtant le scrutin est en général avec une participation plus élevée, surtout au scrutin municipal. Nous repartons du côté des Clés-sous-Bois à présent pour retrouver Stéphanie Jamin. C'est l'une des candidates engagées au micro de Manon Varaldo. Stéphanie Jamin, vous êtes tête de liste Énergie Positive. Si vous êtes élue maire ce soir, quels sont vos grands projets que vous allez mettre en place ? Alors, nous souhaitons travailler sur la démocratie ouverte, qui est un sujet très important pour nous et pour les Clésiens, je pense. Nous souhaitons également travailler de manière urgente sur tout ce qui est développement durable et redynamiser notre ville, notamment au niveau des entreprises et des commerces. Alors on l'a vu, cette élection se déroule dans un contexte un peu particulier avec l'épidémie de coronavirus. Le taux de participation à 18h était de plus de 38% aux Clés-sous-Bois. Pensez-vous que l'épidémie de Covid-19 a joué un rôle pour les habitants ? Oui, effectivement, je pense que les habitants ont pu avoir peur. Néanmoins, le personnel communal ainsi que la mairie a proposé des mesures rassurantes. Le taux de participation clé est quand même supérieur à la moyenne nationale. Donc, on peut peut-être se poser la question si ma candidature n'a pas été un réveil citoyen et a emmené les gens aux urnes, en fait.
Voilà pour ce point avec Stéphanie Jamin, candidate aux Clés-sous-Bois. C'est l'une des femmes engagées dans cette campagne, l'une des têtes de liste. Stéphane Manson, il y a une progression cette année au niveau national et au niveau départemental sur le nombre de femmes qui se présentent en tant que tête de liste. Voilà. Il n'y a pas de parité encore au sein des différentes communes, mais des listes qui se présentent. Mais en tout cas, il y a une progression. Il y a une progression. Alors, il faut quand même rappeler que donc le mécanisme de la parité est instauré depuis 2002 pour les élections locales notamment, mais pas seulement, et qu'on obtient à peu près aujourd'hui, du moins au mandat qui s'achève suite aux élections de 2014, à peu près 49% de femmes au sein des conseils municipaux. Donc on est dans une parité quasi parfaite, mais 17% de femmes maires. Donc il y a en effet peut-être là quelques progrès à faire, mais ces progrès, vous l'évoquez à juste titre, il y a maintenant beaucoup plus de femmes têtes de liste. C'est déjà le sens d'un changement qui est en cours. Il faudra voir ensuite au sein des conseils municipaux les délégations qui sont attribuées. C'est traditionnel aussi. Absolument. C'est-à-dire que c'est le scolaire, la petite enfance, etc. Et puis on laisse à des élus masculins la sécurité, l'urbanisme et les finances. Voilà. Là aussi, il faut voir. Il serait intéressant de voir de quelle manière ça va évoluer. Oui. Nous aurons une petite pause à présent avec ce reportage signé Marilène Yapichino qui revient justement sur cette parité en progrès dans le département des Yvelines et pas uniquement. Parmi les 389 listes des communes de plus de 1000 habitants des Yvelines pour les élections municipales de 2014, 18% d'entre elles présentaient des femmes comme tête de liste. En 2020, 29% des listes sont représentées par une femme. Elles sont 110 candidates au total, un meilleur score qu'au national où 23% des listes sont menées par des femmes. Il faut savoir que les femmes reviennent de très loin. Elles ont obtenu le droit de vote en 1944. Les premières élections auxquelles elles ont voté sont des élections municipales en 1945. Elles ne vont pas pendant toute la 4e République, c'est-à-dire jusqu'en 1958, elles ne vont pas être plus de 3% de femmes élues et leur pourcentage va même diminuer et diminuer encore au début de la 5e République avant de remonter petit à petit. Parmi ces femmes élues, qui sont déjà pas très nombreuses, eh bien, nous avons toujours moins de 1% de femmes qui sont maires. Les choses changent avec la loi. Première loi qu'on nomme aujourd'hui loi parité en 2000. Elle oblige à présenter autant de femmes que d'hommes sur une liste. Seulement au scrutin suivant, les femmes se sont retrouvées en fin de liste en position non éligible. Pour remédier à cela, nouvelle loi. En 2007, les listes doivent être composées avec un principe d'alternance femmes-hommes. Si la tête de liste est un homme, le deuxième nom doit être une femme et ainsi de suite. Mais nouvel obstacle, un acteur de la vie politique où siègent peu de femmes prend de plus en plus de compétences, l'intercommunalité. Si on prend chez nous l'exemple de ce qui était le SAN, qui est antérieur à la communauté d'agglomération actuelle, eh bien, il y a eu des mandats où moins de 50 conseillers, quand il y avait la présentation des résultats et que les conseillers montaient sur l'estrade, il n'y avait qu'une seule tache de couleur, c'est-à-dire il y avait qu'une seule femme. Ici aussi, il faut une loi pour que les femmes entrent dans l'exécutif. En 2013, l'alternance femmes-hommes sur les listes doit être appliquée pour les candidats déclarés au conseil communautaire. Aujourd'hui, l'exécutif du conseil d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines comprend 45% de femmes. Donc là, les choses sont plutôt bonnes pour Saint-Quentin en Yvelines qui, en gros, se trouve finalement une des meilleures communautés d'agglomération des Yvelines et même très très bien placée au niveau national. Parmi les facteurs explicatifs de cette difficulté d'accès au statut d'élu pour les femmes, le réseau. Il y a une sorte de cooptation des hommes entre eux. Pourquoi ? Parce que ils ont plus de temps que les femmes parce qu'ils s'occupent moins à la maison. Et donc, ils ont des réseaux, que ce soit au bistrot, aux réunions, au club, dans les partis politiques, peu importe. Et les femmes n'ont pas ce temps nécessaire pour tisser elles-mêmes des réseaux. Ça vient de plus en plus, en particulier avec des associations féminines et féministes.
Les femmes élues s'organisent, notamment avec le réseau Élu Local, avec un E à élu. Un réseau dont se sont saisis les élus yvelinoises sous l'impulsion de la sénatrice Martha de Cidrac. Un réseau proposant rencontres et formations à tout élu souhaitant promouvoir les femmes en politique, peu importe son étiquette. Enfin, fait qui n'existait pas pour les dernières élections de 2014 mais qui se présente dans 4 communes des Yvelines en 2020, plusieurs listes qui s'opposent et que des femmes à leur tête, comme par exemple à Saint-Cyr-l'École, où s'opposent la maire sortante Sonia Brault et Lydie Dulongpont. Voilà pour ce reportage de Marilène Yapicino sur la situation des candidates tête de liste. Elles sont plus nombreuses cette année, vous l'avez entendu. Taux de participation global sur la ville de Poissy, 41%. Taux de participation donc à 20h. Poissy, où nous retrouvons quelques électeurs qui ont réagi à ce scrutin si particulier. Alors en fait, personnellement, j'aurais préféré que les élections ne soient pas maintenues, mais puisqu'elles sont maintenues, je pense que comme je suis en bonne santé et que je crains moins que d'autres populations, c'est plutôt une bonne chose que je vienne faire le dépouillement. Voilà, là encore des images complètement inédites et on le voit de ce scrutin si particulier. Je reviens juste, je prends quelques instants avec vous Stéphane Manson pour revenir sur ce qu'on disait. Nous sommes maintenant à l'antenne depuis à peu près 1 heure. En tout début d'émission, nous revenions sur ce scrutin. Aujourd'hui, concrètement, quand on voit la façon dont ça s'est passé, on voit les taux de participation, un report. Est-ce qu'un report deuxième tour est envisageable ? En tout cas, légalement, est-ce que c'est encore possible ? Légalement, c'est possible. Légalement, c'est possible, mais sur un plan strictement juridique, c'est fragile. Plus on reculerait le second tour et plus on fragiliserait le premier. Plus on laisserait au juge, en cas de recours contre les résultats du second tour au moment où il aurait lieu, plus on offrirait au juge des fenêtres d'annulation possible. Donc, mais enfin, voilà, sur le plan juridique, c'est une situation qui est extrêmement intéressante parce que, encore une fois, totalement inédite. Situation inédite et le scrutin qui s'est tout de même tenu dans toutes les communes du département. Il y en a près de 260. Nous allons suivre les résultats au cours des prochaines heures. Nous repartons plutôt du côté de Montigny, le Bretonneux, pour écouter l'un des candidats, Pierre Desjean, au micro de Marilène Yapicino. Écoutez, effectivement, on ne peut que déplorer cette participation assez faible. Je crois que c'est dû d'une grande part à la communication tout à fait erratique du gouvernement qui à la fois appelait à voter, mais d'autre part demandait aux gens de rester chez eux, de se confiner, de ne pas aller voir les voisins, etc. Ce que je peux constater, c'est par contre une bonne discipline des électeurs qui faisaient la queue à 1 mètre de distance sans aucun problème, qui passaient leurs mains au gel, comme ça, et qui tout est très très compréhensif. Pierre Desjean, l'un des candidats engagés sur Montigny-le-Bretonneux qui mène une liste d'hiver gauche, tout comme Vivien Gasque sur cette commune face à Laurent Merkert qui représente la liste du maire sortant qui ne se représente pas, ville où le sénateur Michel Laugier était à la tête il y a quelques temps encore. Repartons du côté de Rambouillet, ville ô combien importante dans le département des Yvelines où il y a ce duel presque indirect entre Véronique Matillon et Gilles Schmitt et chacun sur leur liste sont soutenus d'un côté par plutôt Gérard Larcher, Marc Robert, le maire sortant, et puis de l'autre côté Gilles Schmitt qui lui, UDI ancien de la majorité, se retrouve avec Aurore Berger, porte-parole à l'Assemblée LREM. 4 listes sont en course ici à Rambouillet. Véronique Matillon d'hiver droite, la liste du maire sortant. Marc Robert qui ne se représente pas pour des raisons de santé tout simplement. Une liste soutenue par le président du Sénat et ancien maire Gérard Larcher. Gilles Schmitt investi par LREM peut compter lui sur la présence d'Aurore Berger, la députée ici à Rambouillet. À noter une autre liste, celle de David Jutier d'Europe Écologie Les Verts. David Jutier qui se représente cette année, qui se tente une nouvelle fois en tout cas d'être élu maire cette année à Rambouillet. David Jutier, donc Europe Écologie Les Verts. Et puis il y a également la liste de Jean-Marc Seller d'hiver gauche qui n'a pas eu d'étiquette pour cette élection. À noter ici à Rambouillet, 18 000 électeurs environ répartis dans 20 bureaux de vote. À 19h, la participation était aux alentours de 40%, 39,38% exactement pour le bureau de vote numéro 1.
Voilà pour les précisions de François Poulet sur place pour Radio Sensation. Je vous le rappelle, cette soirée électorale que vous suivez actuellement en direct sur TV78 est aussi retransmise sur l'antenne de Radio Sensation. Et puis tout à l'heure, nous irons aussi du côté du nord du département avec une autre fréquence radio, c'est LFM 95.5 qui suit plus particulièrement le scrutin sur une ville, là aussi où il y a un enjeu, une ville tenue par le Rassemblement national. Est-ce qu'ils vont ou non conserver cette commune? C'est la ville Mantes-la-Ville, justement. Nous parlions de ces différents ténors politiques qui sont engagés. Valérie Pécresse aussi est engagée. Elle est engagée sur la liste de Pascal Thévenot à Vélizy, la présidente de la région, en position éligible. Elle pourrait aussi siéger en cas de victoire également dans l'agglomération. On l'écoute. Mon ancrage est ici, il est ici dans les Yvelines et je tenais en tant que présidente de région à ce que tous les franciliens sachent que je suis vraiment ancrée dans cette histoire, dans cette terre yvelinoise et que c'est là que je me ressource et c'est aussi là que je puise ma force. Je crois que ces élections municipales sont le moment de remettre un peu l'église au centre du village, si vous me permettez cette expression. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Français et les franciliens, mais j'en suis à mon 100e déplacement à Paris en province, donc je commence à avoir une petite vision des choses. Ils ont envie de professionnels de la politique au bon sens du terme, de personnes qui savent gérer des villes, de personnes qui connaissent et qui écoutent leurs préoccupations. Je crois que les candidats LREM un peu improvisés, amateurs, qui débarquent et qui veulent juste être élus, eh bien ça ne passe pas. Ce qui passe, c'est des candidats engagés, des candidats qui ont fait des mandats dans l'opposition, des candidats qui ont dirigé les villes, des candidats qui se sont imprégnés des problèmes quotidiens des habitants et des candidats qui veulent vraiment changer la vie au quotidien. Et donc c'est évident qu'il va y avoir, me semble-t-il, une prime à l'ancien monde, parce que la vraie politique, c'est celle-là, c'est celle de l'écoute, c'est celle de l'empathie, c'est celle du faire. Là où on peut imaginer que Valérie Pécresse a plutôt raison, c'est que vu le contexte, vu le peu de participation, on risque d'avoir cette prime au sortant. Sans doute, mais peut-être pas pour les raisons que... Pas à l'ancien monde, mais en tout cas, voilà. Pour les raisons... Voilà, moi, quand j'entends professionnel de la politique, je frémis, si vous voulez. Là, évidemment, je crois que les électeurs aspirent aussi parfois au renouvellement. Alors, le renouvellement, je suis d'accord, ça n'est pas nécessairement souhaitable, mais que voilà, la politique n'est pas un métier et ne doit surtout pas l'être. Revenons un peu sur les enjeux. Il est maintenant 20h45. Si vous nous suivez en direct sur TV78 et sur Radio Sensation, Stéphane Manson, pour refaire un point avec vous, un dernier point. Quels sont les grands enjeux de ce scrutin des municipales ? Les grands enjeux nationaux. Alors, je me contredis, puisque Wilfried, je vous disais au début de cette émission qu'il fallait se garder de tirer des grands enseignements nationaux de ce scrutin locaux, 35 000 scrutins locaux, mais évidemment, ces enseignements sont inévitables. 47 millions d'électeurs appelés aux urnes, nettement moins qui s'y sont rendus. Plus d'1 million de candidats, quand même. C'est une respiration démocratique qui est, si je puis utiliser cette expression en ces temps si troublés, qui est quand même tout à fait considérable. 1 million de candidats pour à peu près 450 000 à 500 000 places. Bon. Donc, les enjeux à l'échelon national, pour La République En Marche, on l'a évoqué tout à l'heure, moi de mon point de vue, les enjeux ont été considérablement revus à la baisse de la part des membres de ce nouveau parti politique, qui aura, me semble-t-il, les plus grandes difficultés à, sinon gagner des mairies, c'était même plus leur objectif, mais du moins à s'imposer au sein de quelques conseils municipaux. Un enjeu important pour le parti Les Républicains, puisqu'en 2014, on avait quand même parlé de vague bleue à l'occasion des élections municipales, y compris d'ailleurs dans le département des Yvelines, traditionnellement très favorable à ce parti. Un enjeu très fort pour Europe Écologie Les Verts, qui souhaiterait confirmer le résultat très correct des européennes pour se poser en un parti politique central à gauche. Et puis, un enjeu aussi pour le Rassemblement national. Le Rassemblement national, c'est 10 grandes communes. Alors, c'est très peu. Hein, c'est symboliquement, ça peut être symboliquement important. Je pense évidemment à Perpignan. Patrice en parlait tout à l'heure au téléphone. Chez nous, ici, à Mantes-la-Ville. Mais le Rassemblement national, si vous voulez, pour moi, ce
qui est intéressant, ce qu'il serait intéressant d'observer, c'est la question des alliances. Le Rassemblement national et Marine Le Pen ne pourront jamais gagner une élection présidentielle sans conclure des alliances. Donc, est-ce qu'on va voir à l'occasion du second tour, qui, d'une manière ou d'une autre, aura bien lieu, je pense, est-ce qu'on va voir se jouer ici des questions d'alliance, notamment au sein d'alliances, si vous voulez, qui viennent des militants, de volonté d'alliance entre plusieurs composantes de la droite. Ce sera intéressant à observer. Pour la France insoumise, il y avait un enjeu très faible parce que le parti a connu une hémorragie très importante de ses militants à partir de 2017, après l'élection présidentielle. Et on a plutôt là un parti qui a de temps en temps soutenu des listes citoyennes dont on parlait tout à l'heure, mais qui ne s'est pas considérablement et absolument investi dans ce scrutin. Merci pour ce rappel sur les différents enjeux. Il y a des enjeux au niveau local également. Quelle situation sur Morpa? Nicolas Kyrilovitz, vous êtes sur place. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que la liaison fonctionne du côté de Morpa? Oui, elle fonctionne. Très bien. Quelle est la situation du côté de Morpa, justement, Nicolas? Alors pour l'instant, on est en plein déploiement dans le bureau central de la mairie qui se trouve derrière moi. Pour l'instant, quelques chiffres à vous indiquer. Pas le taux de participation encore. À 20h, il y a 13 bureaux ici à Morpa, mais celui de 19h qui est inférieur à 42%. Le maire de la commune, Grégory Garestier, que j'ai interviewé tout à l'heure, me disait que c'est à peu près... On a perdu la liaison avec... 6 ans du fait du coronavirus. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Nicolas. Allez-y. Oui, du coup, je vous disais 15 points inférieurs par rapport à il y a 6 ans pour le taux de participation à 19h. Le déploiement est en cours, en tout cas dans le bureau central de la mairie. Toutes les précautions ont été prises. Les gens qui sont en train de dépouiller ont du gel hydroalcoolique pour se laver les mains. Toutes les précautions sont prises et pour l'instant, pas de psychose, les gens sont venus dépouiller, il y avait le nombre de personnes suffisant, pas de problème pour trouver des personnes ici à Morpa et pour l'instant évidemment pas d'informations sur les résultats. Évidemment les résultats devraient tomber à 23h ici en mairie de Morpa où je vous rappelle 4 candidats sont en lice. Merci beaucoup Nicolas Kyrilovitz qui se trouve à Morpa. Nous vous retrouverons tout à l'heure pour les réactions des candidats engagés sur cette commune. Ismaël Havane, Grégory Garestier, Erwan Legal ou encore Michel Chapa. Et puis nous vous retrouverons aussi un peu plus tard au cours de cette soirée sur la commune de Trappes dont nous avons parlé un peu plus tôt. Je vous remercie Stéphane Manson d'être venu en plateau pendant plus d'une heure pour donner les premières indications. Merci d'être venu dans ce contexte si particulier. Professeur de droit public, doyen honoraire de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Versailles Saint-Quentin-Yvelines. Université qui est d'ailleurs fermée dorénavant. Mais voilà. Qui continue à exercer ses missions à distance. Merci beaucoup d'être venu. Et nous aurons l'occasion d'en parler, j'ouvre une parenthèse, mais au cours des prochaines éditions du journal la semaine prochaine, puisque bien évidemment, la rédaction de TV78 reste mobilisée et j'en profite à titre tout à fait personnel pour souligner et remercier les journalistes et toutes les équipes de leur professionnalisme. Voilà, c'est important aussi de le rappeler, puisqu'ils travaillent ce soir pour vous livrer cette édition spéciale en direct. Nous allons à présent refaire un point plus global sur les compétences des maires, l'importance de ce scrutin, que vont devoir ensuite gérer les maires qui seront élus. Regardez ce reportage. Un sujet sur la compétence des maires, on se retrouve juste après sur TV78 et Radio Sensation. C'est un poste symbolique, souvent convoité et apprécié des habitants. Le maire d'une commune est avant tout un agent de l'État, il est notamment responsable de l'état civil, c'est donc lui qui peut vous marier, c'est lui aussi qui prend acte des naissances et des décès sur le territoire communal. En lien avec ses missions historiques, c'est madame ou monsieur le maire qui est en charge du recensement de la population. Enfin, le premier magistrat de la ville doit organiser bien sûr l'ensemble des élections durant les 6 années de son mandat. Le maire, en fait, fait partie de la vie locale. C'est un administré et il est là pour aider ses administrés. Donc les communes vont s'occuper du quotidien des Yvelinois, c'est-à-dire par exemple les mariages, les naissances. Il va s'occuper des écoles, il va s'occuper des espaces verts, tout ce qui concerne finalement la commune de proximité. Plus technique, le rôle exécutif. Le maire prépare et applique les décisions du conseil municipal. Il prend des arrêtés municipaux, représente la commune en justice. Il est chargé aussi des pouvoirs de police pour assurer la sécurité et la tranquillité publique. Il peut s'appuyer sur la police municipale.
Évidemment, pour réaliser l'ensemble de ces tâches, le maire peut compter sur le travail d'agents et de nombreux services. Les mairies sont notamment responsables de la gestion des écoles maternelles et primaires. Ils doivent donc organiser les activités périscolaires, le temps de restauration ou encore le recrutement des ATSEM, les assistants territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Autre compétence majeure d'une mairie, l'urbanisme et le logement et la mise au point du fameux PLU, le plan local d'urbanisme. Ce document fixe les règles à respecter pour les constructions, hauteurs, zones à préserver ou encore objectifs sociaux. Enfin, une mairie doit s'occuper de la construction et du fonctionnement des équipements sportifs et culturels. Elle vote les subventions aux clubs et associations. Depuis quelques années, les domaines d'action des communes varient. Une partie est transférée à une collectivité qui voit ses prérogatives augmenter, l'intercommunalité. À Saint-Quentin-en-Yvelines, la communauté d'agglomération est ainsi responsable des espaces verts, du réseau des médiathèques, des déchets, de certaines voiries ou encore de l'assainissement des eaux pluviales et usées. Voilà pour les dossiers que vont devoir gérer les maires qui seront élus dès ce premier tour ou dès le second tour lorsqu'il aura finalement lieu. On en saura plus bien évidemment dès les prises de parole du gouvernement dans les prochaines heures, ou en tout cas ce sera dès demain, dès lundi. En attendant, le dépouillement se poursuit dans toutes les communes de France, dans les communes du département des Yvelines. Nous allons à présent écouter l'un des candidats engagés à Magny-les-Hameaux. Voici sa réaction il y a quelques instants au micro de Mélanie Poquet. Alors Lionel Lindemann, à 19h, la participation était de 42%. En 2014, on était à 66% à 20h. Votre sentiment ? Le sentiment, c'est qu'on aurait peut-être dû écouter ceux qui ont recommandé de ne pas organiser cette élection. Après, elle s'est tenue, il va falloir respecter son résultat. Et comme on a une crise sanitaire à gérer, il va falloir, dès le résultat connu, se rassembler autour de l'élu. Voilà pour cette réaction concernant notamment la participation du côté de Lionel Lindemann qui est opposé dans ce scrutin à Bertrand Houillon sur la ville de Magny-les-Hameaux et l'une des communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. On va regarder justement, je vous laisse découvrir un rappel de la participation à 20h sur ces communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Du côté de Coignères, 46%, 36% seulement du côté d'Elancourt, c'est une vingtaine de points de moins que lors du précédent scrutin qui était en 2014. Du côté des Clés-sous-Bois, 40%, Maurepas, 41%. On est autour des 40%, quelle que soit la commune, un peu moins quand on s'écarte de Saint-Quentin-en-Yvelines du côté de Saint-Germain-en-Laye. Et cette participation est en net recul et ce n'est pas une surprise au regard du contexte actuel. Nous allons à présent retrouver en duplex Aurélie Ronze. Aurélie, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends, Wilfried. Très bien. Un petit point, une petite situation dans la commune où vous vous trouvez actuellement sur le terrain. On vous écoute, du côté de Saint-Cyr. Je suis donc tête de ville de Saint-Cyr-l'École. Saint-Cyr-l'École, donc l'hôtel de ville qui est le bureau centralisateur. On est évidemment en plein dépouillement, donc je ne peux pas encore évidemment vous donner de résultats, mais quelques chiffres tout de même, puisqu'à 19h ici, le taux de participation était de 36,80%. Alors on rappelle évidemment que 2 candidates sont en lice ici. La maire sortante Sonia Braud avec sa liste d'hiver droite Saint-Cyr au cœur 2020. Sonia Braud qui participe pour la première fois à ce scrutin en tant évidemment que tête de liste, puisqu'elle avait succédé à Bernard Debain, c'était en février 2019 à la suite de la démission de ce dernier. Et puis première candidature également pour Lydie Dulompont qui est à la tête de la liste Saint-Cyr-l'École en commun, une liste citoyenne. Il n'y aura donc qu'un seul tour ici à Saint-Cyr-l'École puisque donc 2 candidates. Donc les Saint-Cyriens sauront évidemment avant ce soir minuit bien qu'elle sera la prochaine maire pour les 6 prochaines années. Aurélie, et nous vous retrouverons tout à l'heure pour quelques réactions et puis également sur la commune de Villepreux où vous allez vous rendre au cours de la soirée. J'en profite pour vous rappeler ce dispositif sur TV 78 et qui concerne également Radio Sensation 98.4 si vous nous écoutez actuellement en simultané. Les journalistes sont sur le terrain actuellement du côté de Coignères, de la Verrière, d'Elancourt, des Clés, toutes les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais aussi sur d'autres villes importantes du département des Yvelines. Cela concerne Rambouillet, Vélizy ou encore Poissy et Saint-Germain-en-Laye. Et puis également du côté de Mantes-la-Ville, grâce à notre partenariat et la participation de LFM, radio située dans le nord du département, que vous recevrez sur le 95.5 et qui dès demain matin proposera un point complet justement sur les résultats du nord du département. Et puis pour le rappel et le point complet sur les résultats des Yvelines et de notre secteur de Saint-Quentin-en-Yvelines plus particulièrement, vous aurez rendez-vous dès 18h demain puisque les éditions de TV 78 vont se poursuivre une fois de plus malgré un contexte particulier. Si vous
venez de nous rejoindre, vous le constatez, aujourd'hui nous n'avons pas d'invité en plateau. C'est une grande première pour commenter les résultats. Nous allons nous rendre dans les différentes communes grâce aux journalistes sur le terrain. Nous ferons également des réactions par téléphone. Vous entendrez les principaux responsables des formations politiques à suivre, notamment Pierre Bédier, président des Républicains, également président du conseil départemental. Voilà pour ce quelques rappels sur le dispositif que nous vous proposons ce soir. Je vous propose à présent de refaire un point sur les candidats qui sont engagés sur la commune de Maurepas. Les candidats sur la commune de Maurepas, qui est une commune où il y a eu un enjeu particulier, un élément nouveau, c'est la candidature d'un des anciens adjoints du maire sortant, Grégory Garestier. Erwan Le Gall va-t-il jouer les troubles faits dans ce scrutin? Rappel donc des différents candidats engagés sur cette ville. Maurepas, 18 543 habitants. Dans cette commune, 4 candidats se présentent. Chargé de communication territoriale, Grégory Garestier s'engage en politique à l'âge de 16 ans. Il est élu maire de Maurepas lors du scrutin en 2014 et fait basculer la ville à droite. La continuité d'avoir réveillé notre belle endormie, puisque Maurepas, quand je suis arrivé aux responsabilités, avait besoin justement de changement, d'avoir un nouveau dynamisme, ce que nous avons engagé avec mon équipe. Et puis c'est la volonté aussi de continuer à bien gérer notre commune. On s'est désendetté de 30% depuis le début du mandat. Autre candidat se présentait à Maurepas, Michel Chapa, ancien adjoint au maire avant 2014, il siège actuellement dans l'opposition. Il n'a pas souhaité répondre à nos questions au cours de cette campagne. Proche et premier adjoint de Grégory Garestier pendant 6 ans, Erwan Le Gall présente sur cette mandature sa propre liste. Il dirige depuis 2015 un cabinet de conseil. Faire des propositions pour la commune avec des coûts financiers maîtrisés. Voilà, ça c'est un axe important. Il n'est pas question de partir sur des projets démesurés pour que les impôts et la fiscalité des Maurepasiens s'enflamment. Ismaïla Vann est à nouveau tête de liste. Après 2014, le conseiller municipal d'opposition se représente. Ingénieur en électronique informatique, il vit sur Saint-Quentin en Yvelines depuis l'âge de 4 ans. Il s'engage dans la jeunesse socialiste vers 16 ans. Chaque projet dans un quartier doit être au préalable discuté avec les habitants des quartiers pour avoir leur avis bien avant que ça passe en conseil municipal. Donc pour faire cela, ce que nous avons pris comme décision dans notre projet, c'est de créer les comités de quartier qui permettront d'avoir un référent par quartier, mais surtout de pouvoir discuter des projets en amont. Nous irons dans un instant du côté de Mantes-la-Ville, faire le point sur la situation commune où il y a un enjeu particulier pour le Rassemblement national. Nous ferons le point avec l'un des journalistes de LFM présents sur place. Nous allons écouter ces différentes réactions dans un instant. Je vous propose pour l'instant de repartir du côté de Versailles. Versailles où se trouve Camille Lambert. Il y a 6 candidats qui sont engagés. Elle a rencontré quelques-uns des électeurs sur place. La participation est bien évidemment en dessous de ce qu'on connaît habituellement. Je pense que le caractère anxiogène de la fermeture des écoles, de la fermeture des commerces, une veille d'élection, est nécessairement anxiogène et n'a pas conduit nos électeurs à pouvoir exercer en toute quiétude leur devoir démocratique. Il aurait fallu attendre, selon vous, avant de décaler, avant de fermer les écoles et les commerces hier? Je crois que c'est pas dans ce sens-là qu'il faut prendre le problème, c'est que le gouvernement agit au jour le jour. Ce qui est particulièrement choquant, c'est que le Premier ministre se soit prononcé sur le maintien des élections, alors qu'il savait très bien qu'il y aurait une nécessité de confinement très proche. Le retour de vos électeurs, vous avez été un petit peu sur le terrain aujourd'hui? Oui, bien sûr. Écoutez, je pense que c'est à l'instar où effectivement le souci de devoir démocratique, enfin, le souci de vote, mais malgré tout, effectivement, la sérénité ne peut pas être au rendez-vous compte tenu du contexte national et international et de la pandémie. C'est juste impossible.
Voilà, et puis vous l'avez compris, il ne s'agissait pas d'un micro-trottoir des différents électeurs. C'est l'une des candidates qui est engagée, Anne Jacquemin, candidate Sensibilité Rassemblement National. Il y a d'autres candidats qui sont engagés sur cette commune de Versailles, le maire sortant, François Demazière, Renaud Anzieux, Anne Jacquemin que vous venez d'entendre donc, Anne-France Simon également, candidate de La République En Marche, Fabien Bouglet et Marc Dias-Gama qui est candidate Sensibilité de gauche. Direction à présent, comme nous allons le faire tout au long de la soirée, nous allons passer d'une commune à l'autre à travers le département des Yvelines, direction les Clés-sous-Bois pour retrouver Manon Varaldo. Je me trouve actuellement au bureau centralisateur des Clés-sous-Bois dans cette commune de 17 842 habitants pour cette soirée électorale. À 18h, le taux de participation était de plus de 38%. À midi, le taux de participation aux Clés-sous-Bois était de plus de 19%. Les Clés-sous-Bois se trouvent au-dessus de la moyenne nationale qui était de plus de 36% dans les Yvelines. Je le rappelle, à 18h, le taux de participation aux Clés-sous-Bois était de plus de 38%. Réhabilitation, question autour de l'ancienne halle du marché communal, sécurité, stationnement ou encore diminution du nombre de médecins, des enjeux auxquels 5 candidats souhaitent répondre. Parmi eux, Stéphanie Jamin, tête de liste Énergie Positive, Anne-Claire Frémont, tête de liste Les Clés-sous-Bois, c'est vous, mais aussi Nicolas Hu, tête de liste L'autre projet pour Les Clés-sous-Bois, Philippe Guiguen, Les Clés-sous-Bois, c'est vous, et enfin Olivier Augustin, tête de liste Faire entendre le camp des travailleurs. Ces 5 candidats espèrent succéder à la maire sortante Véronique Côté-Millard qui ne se représente pas. Aux Clés-sous-Bois, la participation était d'un peu plus de 58% en 2014. Cette année, les élections municipales se déroulent dans un contexte un peu particulier avec l'épidémie de coronavirus. Des mesures ont été prises, les votants pouvaient apporter leur propre stylo pour émerger, mais aussi leur bulletin de vote reçu à leur domicile. Enfin, des gants étaient à disposition pour les votants. Malgré le Covid-19, des habitants ont fait le déplacement. Le taux de participation, je le rappelle, à 18h était de plus de 38% aux Clés-sous-Bois. Merci à Manon qui se trouve donc sur les Clés-sous-Bois. Et à présent, en ligne avec nous, Arnaud Lebrun. Bonsoir. Oui, bonsoir Wilfried. Bonsoir Arnaud, vous êtes du côté de Mantes-la-Ville. Alors, quelle est la situation dans cette commune ? Il est tout juste 21h. Justement, oui, je suis bien à l'école Jean Jaurès à Mantes-la-Ville où il y a exactement 2 candidats sur 5 qui sont présents. Donc le maire sortant Cyril Naud du Rassemblement National, mais également le candidat d'hiver droite Éric Vicentenaire. Alors le taux de participation à 20h pour ce premier tour ici à Mantes-la-Ville est de 42,5%, alors qu'en 2014 il était de 50,1%, soit pratiquement 8 points de moins qu'en 2014. On a demandé au maire sortant, d'ailleurs Cyril Naud du Rassemblement National, s'il était plutôt confiant par rapport à en 2014. Pour lui c'est compliqué de donner son ressenti vu que ces élections sont marquées par cette crise sanitaire forcément. Les plans changent par rapport à ce qui a été prévu. D'ailleurs, il ne comprend pas la décision qui a été prise par le président Emmanuel Macron jeudi soir de maintenir ces élections. Il annonce même que s'il est en tête du premier tour et qu'on annonce un report du second tour, il sera bien entendu favorable à ce report. Un petit fait divers d'ailleurs qu'on a appris il y a quelques minutes ici. Des personnes ont apparemment déchiré des bulletins de vote au bureau de vote des Mérisiers. Situation tendue sur la ville, sur Mantes-la-Ville, ville détenue par le Rassemblement National. Merci Arnaud pour ces précisions du côté de Mantes-la-Ville. On vous retrouvera plus tard au cours de cette soirée pour nous livrer d'autres réactions de candidats notamment et puis faire un point sur la situation. Je vous propose de revenir sur les différents candidats qui sont engagés dans ce scrutin et maintenant sur la commune d'Élancourt. Commune d'Élancourt où il se trouve que le maire sortant est également le président de Saint-Quentin en Yvelines, Jean-Michel Fourgousse. Je vous propose de ce reportage pour revenir justement sur les candidats qui y sont engagés. Élancourt, 25 660 habitants au 1er janvier 2020 et cette année 3 listes en course pour les municipales contre 4 en 2014. Le Rassemblement National ayant jeté l'éponge, 35 sièges sont à pourvoir dans cette commune et 10 élus représenteront la ville au sein de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Liste investie par La République En Marche, Élancourt C'est Vous se revendique avant tout citoyenne. À sa tête, Michel Rossi, c'est sa première campagne municipale. Son programme s'articule autour de 3 thèmes, la consultation des Élancourtois, le dynamisme de la ville et l'écologie.
Ce programme, il est le fruit déjà de tous les échanges qu'on a eus avec une bonne partie de la population. Pour nous, quand on dit démocratie, la concertation, elle démarre déjà pendant la campagne. On n'attend pas d'être élu pour éventuellement démarrer une concertation. Élu maire en 1996, réélu dès le premier tour avec 60% des suffrages en 2014, Jean-Michel Forgousse regroupe sur sa liste Alais-Elancourt des candidats allant de la droite au centre-gauche. Il souhaite poursuivre les dossiers lancés durant ces dernières années, préparation des Jeux Olympiques, piscine intercommunale ou encore projets éducatifs entre autres. Je pense qu'Elancourt joue dans les équipes gagnantes et du département et dans Paris-Saclay, vous le savez, et même d'une façon générale dans la France, puisque plusieurs fois et souvent, Elancourt est cité comme un modèle. Je rappelle qu'on a 35 prix, ce qui est assez rare pour une ville comme Elancourt. Désignée tête de liste lors d'une élection sans candidat au sein d'un collectif citoyen et associatif, Catherine Perrotin-Rofast mène sa première campagne municipale, épaulée par un binôme. Soutenue par l'ensemble des formations de gauche, elle entend réinventer Elancourt. C'est d'ailleurs le nom de sa liste. Nous voulons que les gens, dans leur quartier, puissent exprimer leurs besoins. Ensuite, que nous entendions la façon dont ils veulent que nous répondions à ces besoins. Et ensuite, que nous décidions avec eux ce que nous allons faire pour leur quartier. En 2014, 9259 électeurs s'étaient rendus aux urnes à Elancourt. Voilà pour les candidats qui sont engagés du côté d'Elancourt. Nous sommes en ligne à présent avec Michel Laugier, sénateur des Yvelines. Bonsoir Michel Laugier. Bonsoir monsieur. Bonsoir, vous êtes donc sénateur des Yvelines, ancien président de 50 ans en Yvelines, de 2014 à 2017. Vous avez aussi été le maire de Montigny-le-Bretonneux. Déjà un mot plus global concernant l'organisation de ce scrutin. Est-ce que vous étiez favorable à l'organisation de ce premier tour ? Écoutez, quand le président de la République a pris la décision jeudi, les conditions étaient réunies pour que les choses puissent bien se dérouler, puisque visiblement la communication téléphonique n'est pas très bonne. Excusez-nous, on va vous recontacter dans un instant. On va refaire un point. Juste, on va voir le reportage à présent concernant Montigny-le-Bretonneux, justement, dont Michel Laugier est l'ancien maire. Regardez ce reportage concernant les candidats de cette commune. La ville de Montigny-le-Bretonneux et ses plus de 33 000 habitants, dont 23 326 inscrits sur les listes électorales, voient s'affronter 3 candidats. Ancien directeur de cabinet de Nicolas About, Michel Laugier, puis Jean-Luc Ourgaud, Laurent Merkert a quitté son poste le 31 décembre dernier pour se lancer comme tête de liste de la majorité sortante. Installé dans la ville depuis 2001, il n'est membre d'aucun parti politique, mais de sensibilité centriste. Nous avons l'intention, bien sûr, de préserver ce à quoi les gens sont très attachés dans la ville, c'est-à-dire un cadre de vie privilégié, des services extrêmement importants, et aussi dans la relation qu'il peut y avoir entre les habitants et leurs élus, une connexion permanente. Déjà candidat en 2014 où il avait réussi à mener une liste divers gauche mêlant Parti socialiste, écologiste et extrême gauche et finalement investi par le PS qui lui a permis d'obtenir un siège comme conseiller municipal d'opposition, Vivien Gasque se relance dans la course au municipal. Il a quitté le Parti socialiste avec qui il a milité durant 15 ans et mène une liste écologiste avec sa binôme Caroline Scao. On se présente un binôme tête de liste et ça c'est important et dans toute notre action municipale, l'idée c'est de construire des binômes avec des gens qui travaillent ensemble et pas des décisions ultra centralisées entre les mains d'une personne. Ancien élu dans l'Essonne, il a suivi la liste d'Union de la gauche de Sandrine Grand-Gambe en 2008 et entre au conseil municipal de l'opposition en 2010. En 2014, il ne parvient pas à monter sa propre liste, mais c'est chose faite pour 2020. Et cette liste fermement ancrée à gauche rassemble plusieurs mouvances de la gauche, lui-même est membre du parti de gauche. Nous avons choisi une autre approche qui est donc celle de ces 3 grands axes, la démocratie, la solidarité et l'écologie. C'est une façon de présenter qui, je pense, nous caractérise. Voilà pour ce sujet qui revient, qui vous présentait les candidats engagés à Montigny-le-Bretonneux, dont l'un des anciens maires est en ligne avec nous. Si cette fois-ci la communication fonctionne mieux, Michel Laugier. Oui, moi je vous entends très bien. Eh bien, nous vous entendons très bien également à présent aussi. Sénateur des Yvelines, et je vous demandais justement tout à l'heure l'organisation de ce premier tour. Fallait-il maintenir ou non ce premier tour de scrutin, à votre avis ? Quand la décision a été prise, jeudi, toutes les conditions étaient réunies pour qu'on puisse voter dans de bonnes conditions. Et d'ailleurs, on a pu le voir. Tous ceux qui se sont rendus aux urnes ce dimanche ont vu que l'organisation était excellente et qu'il n'y avait aucun souci. Je me suis trouvé, moi, dans plus de promiscuité
hier soir et ce matin quand je suis allé faire mes courses. Et donc là, c'était tout à fait différent. Donc là, je pense qu'on pouvait voter dans de bonnes conditions. Maintenant, effectivement, nous vivons une situation particulière. Et après, ce sont les conditions exceptionnelles qui vont dicter la marche à suivre dans les prochains jours. Éventuellement un report du second tour, on verra les déclarations du gouvernement en tout cas. Concernant cette ville de Montigny-le-Bretonneux dont vous êtes l'ancien maire, je rappelle aussi que vous avez été président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin de 2014 à 2017. La participation est autour de un peu moins de 38% sur Montigny-le-Bretonneux, c'est une baisse par rapport à 2014. Est-ce que derrière cela, l'élection du prochain maire pourrait être pas remise en cause, mais en tout cas un manque de légitimité pour le prochain élu ? Ou non, je pense pas. Vous savez, si les choses se jouent dans un mouchoir de poche, mais d'après les éléments que je peux avoir à ce niveau-là, je peux vous dire qu'il y aura une différence nette entre les différents candidats. Donc ça ne souffre d'aucune contestation. Et puis je veux dire, c'est le soir de l'élection où on se penche sur la participation, et dès le lendemain, tout le monde a oublié, tout le monde ne se rappelle que de celui qui a gagné. On ne se rappelle même plus s'il y avait plusieurs listes au second tour ou pas, si c'est au premier tour ou au second. Donc je pense que la légitimité, elle est là. Les personnes qui se sont rendues aux urnes se sont exprimées. Une dernière question aujourd'hui sur l'organisation de ce scrutin et sur le déroulement de ce scrutin, de cette campagne. On a aussi noté une nette disparition des formations politiques. Aujourd'hui, très peu de candidats se revendiquent d'une formation politique. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce nouveau scrutin des municipales, on assiste à une disparition des formations politiques ? Ou est-ce qu'il y a une formation qui pourra revendiquer une certaine victoire à l'issue de cette soirée ? Non, je pense, vous savez, une ville, c'est un rassemblement. Si on ne rassemble pas autour de soi, eh bien, on ne peut pas diriger une ville. Et moi, c'est ce que j'ai toujours fait lors de mes différentes élections à Montigny-le-Bretonneux. J'ai fait des listes très ouvertes, et c'est comme ça qu'on arrive finalement à bien représenter la population, et finalement à avoir aussi une élection assez confortable, parce que les gens reconnaissent en vous votre capacité à gérer la ville et votre capacité à rassembler. Donc je pense qu'une élection locale, elle est politique locale. Elle n'est pas autre chose. Sinon, on se trompe de combat. On est là pour rassembler, on est là pour apaiser, et on est là surtout. Vous savez, moi j'ai toujours expliqué aux habitants de Montigny que je me considérais comme un habitant parmi les autres, et simplement je leur avais proposé de gérer la ville en leur nom. C'est ça un maire. C'est ça, ce sont les élus locaux qui représentent la totalité de la population dont ils sont issus. Donc nous sommes des habitants parmi les autres, mais on demande finalement plus de responsabilité pour gérer la ville en leur nom. Et c'est le contrat que l'on passe entre une population et les élus. C'est le programme que vous proposez, et c'est sur ce programme que vous êtes élus. Et bien souvent, ça se passe de cette façon-là, Montigny-le-Bretonneux. Et votre candidat, plus que jamais, c'est Laurent Merkert. Écoutez, Laurent Merkert, pour moi, et depuis longtemps, a toutes les qualités, toutes les capacités à exercer cette plus haute fonction. Et je pense que Laurent Merkert sera le prochain maire de Montigny pour de nombreuses années. Et je pense qu'il va continuer à développer la ville. Vous savez, il a été à la bonne école. Il a travaillé avec 3 maires et surtout 13 ans à mes côtés. Donc je le connais et je suis sûr de lui. Merci beaucoup Michel Laugier d'avoir été en ligne avec nous, d'avoir pris quelques instants, sénateur des Yvelines, ancien président de Saint-Quentin et ancien maire également de Montigny-le-Bretonneux. Quittons l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines pour Saint-Germain-en-Laye, à présent où se trouve sur place Mickaël Elmidoro. Il nous fait un point de situation à 21h15 à peu près aujourd'hui. Sur la commune de Saint-Germain-en-Laye, ville de 44 000 habitants, 4 listes s'opposent. Le grandissime favori est Arnaud Péricard de la liste diversante Union pour Saint-Germain-Fourqueux. Le maire sortant a pris ses fonctions en 2017 après le décès de l'ancien maire Emmanuel Lamy. Il est également le fils de l'ancien maire Michel Péricard, maire de la commune de 1977 à 1999. Il sera opposé à 2 listes d'hiver droite, Christophe Benz, candidat d'hiver droite de la liste Audace pour Saint-Germain, et Alexandre Grevet de la liste Unie pour agir à Saint-Germain-en-Laye-Fourqueux. On trouve également une liste de gauche avec Ken Richard, Saint-Germain écologique et solidaire. À l'heure actuelle, nous avons un bureau de vote qui a été dépouillé. C'est celui-là, celui de la mairie. Arnaud Péricard est devant avec 71%. Nous avons également les chiffres de la participation dans la commune. Elle était de 36,18% à 20h. Lors des dernières élections en 2014, la participation était de 50,39% dans la ville.
Voilà pour ce point de Mickaël Elmidereau concernant Saint-Germain-en-Laye. Autre commune des Yvelines qui nous intéresse ce soir, c'est la ville de Villepreux, où se présentent 5 candidats dans un contexte très particulier. Nous allons en reparler tout à l'heure. Voici en tout cas les candidats qui sont engagés dans cette ville. Le dépouillement est en train de se poursuivre. Pour Villepreux, commune de 11 151 habitants, 5 candidats sont en lice pour les municipales 2020. Kourosh Golgolab, chirurgien spécialiste en ORL, habite à Villepreux depuis 2002. À titre personnel, il est adhérent Les Républicains. Parmi les projets défendus par sa liste d'hiver droite, la création d'une maison de santé. Développer un centre de garde qui sera ouvert de 8h du matin jusqu'à minuit, avec un minimum, par exemple, une radiologie osseuse et pulmonaire, et qu'on fasse le tri et le traitement des gens sur place. C'est un service aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux enfants, c'est primordial. Maire de Villepreux depuis 2008, Stéphane Mirambeau est candidat pour un 3e mandat. Cadre supérieur du secteur privé, il est également le 4e vice-président de Saint-Quentin en Yvelines en charge du budget. L'un des projets du candidat, la redynamisation du centre-ville. On va pouvoir mettre des animations, on va pouvoir mettre des marchés, on va redonner de la vie et on va pouvoir, dans une autre zone de ce même endroit, pouvoir tester des choses, faire un tiers-lieu. Il y a beaucoup de gens de ce village qui nous disent « vous ne pensez plus à nous, il n'y a plus de commerce ». Il n'y a pas de commerce car il n'y avait pas de parking. Tête de liste d'Agir avec vous pour Villepreux, Valérie Bain est directrice d'EHPAD, habite à Villepreux depuis 20 ans et adhérente à titre personnel à La République En Marche. Parmi les projets mis en avant par cette liste, le développement de la culture. Nous avons un théâtre de 600 places qui ne fonctionne plus depuis 12 ans et donc on voudrait au moins qu'il serve aux associations et aux différents groupes artistiques, etc., qui sont obligés de se produire à l'extérieur ou de trouver des salles à l'extérieur. Désormais conseillère municipale d'opposition, Sylvie Sevin-Montel est tête de liste de Tous pour Villepreux. Collaboratrice parlementaire, elle est également conseillère communautaire déléguée à l'école innovante. Les enfants font partie du cœur de notre programme. On va leur réserver une parcelle dans les jardins potagers pour eux, pour que les centres de loisirs et les écoles puissent avoir leur périmètre. Mon objectif, c'est que le foyer du théâtre, l'entrée du théâtre, où il y a un bel espace, en dehors de représentation, ça peut être un espace utilisé par la jeunesse. Villepreusien depuis 1996, Jean-Baptiste Amonique est chef de cabinet parlementaire. Il est également délégué départemental et porte-parole du MoDem dans les Yvelines. La liste Villepreux, naturellement, a fait de ses priorités l'environnement et la défense du cadre de vie de notre biodiversité. Je pense notamment à un objectif de zéro artificialisation des sols que nous inscrirons au PLU afin que nous sanctuarisons nos espaces naturels. Et puis nous voudrons pousser la transition écologique locale de plus en plus au fur et à mesure que les années passeront. Soirée spéciale du premier tour sur TV78 et Radio Sensation. Nous en parlons depuis le début de la soirée. La participation est plutôt faible également dans notre département des Yvelines. Y aura-t-il ou non une prime au sortant? Si l'on regarde pour l'instant les premiers résultats dans les bureaux de vote, des résultats partiels, il semblerait justement qu'il y ait cette prime au sortant et quelquefois assez largement. Sur certains bureaux de vote, des maires arrivent largement en tête. C'est le cas du côté de Manille-les-Hameaux, par exemple, pour Bertrand Houillon, Grégory Garestier aussi sur le dépouillement pour l'instant et qui est encore en cours, mais sur le bureau central de la mairie. Et Grégory Garestier est en tête, suivi par le candidat Ismaïl Havane. Ensuite, Michel Chapa et pour refermer ce scrutin également, Erwan Le Gall qui s'est déclaré un petit peu plus tard pendant la campagne. Voilà pour ces estimations que nous pouvons vous donner. Les résultats, vous les découvrez au fur et à mesure. Je vous propose à présent de regarder un nouveau sujet, toujours en attendant les réactions des candidats, dès que les résultats définitifs seront connus. Je vous propose de partir du côté de La Verrière. Quels sont les candidats qui sont engagés dans cette commune de La Verrière? Et dans cette commune historique communiste, il y a également une division. Plusieurs listes de gauche se présentent. À La Verrière, commune urbaine de plus de 6000 habitants, 4 candidats sont en lice pour les élections municipales de 2020. Premier adjoint au maire depuis 2014, Jean-Yves Blé porte la liste Ensemble La Verrière citoyenne, un rassemblement de la plupart des élus ayant créé un groupe au sein de la majorité sur fond de désaccord avec la maire fin 2018. Une divergence notamment sur la rénovation du bois de l'étang. Jean-Yves Blé et son équipe veulent une démolition partielle avec reconstruction. On veut relancer une attractivité pour notre ville. Notre ville se meurt, les gens partent, ne veulent pas y rester. On le voit, on discute avec les gens et nous, notre souhait qui vivons là, c'est de dire à ces gens-là, non, vous devez rester.
il y a des choses possibles, il y a des choses intéressantes à vivre sur cette commune. Maire sortante, Nelly Dutu se présente pour poursuivre son mandat débuté en 2016 après la démission d'Alain Hajaj. Militante communiste, elle siège au sein du conseil municipal de La Verrière depuis 2008. Elle propose un projet social aux habitants de La Verrière teinté d'écologie. Le social prime parce qu'on est dans une ville très populaire, où les gens n'ont pas beaucoup d'argent, voire beaucoup moins sous le seuil de pauvreté. Nous, on se doit de rétablir un peu d'égalité là-dedans, d'un peu de justice sociale là-dedans, en essayant de les aider le mieux possible et le plus concrètement possible, que ça donne des résultats. Premier adjoint au maire de La Verrière de 1983 à 1989, Gérard-Claude Morfin a aussi occupé la vice-présidence du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération, puis du syndicat d'agglomération nouvelle entre 1995 et 2001. Architecte de profession, il s'engage dans ce scrutin avec une liste citoyenne. L'idée nouvelle, c'est de permettre à des personnalités de quartier de prendre place dans une équipe citoyenne et de leur permettre de s'exprimer avant l'élection. Conseiller municipal d'opposition de La Verrière depuis 2014, Nicolas Dainville entre dans la sphère politique en 2011 en tant que collaborateur parlementaire auprès du député-maire Jean-Michel Fourgousse. Depuis 2017, il est conseiller départemental. Il se lance avec une liste ouverte. C'est à la fois effectivement l'aboutissement d'un long travail. On était dans l'opposition depuis 6 ans. On a été très présents sur le terrain avec mon équipe, dans les conseils municipaux, dans les commissions. On n'a jamais lâché. Et puis c'est aussi le renouveau, puisqu'on a envie d'apporter du sang neuf, une nouvelle vision. Voilà pour cette situation du côté de La Verrière. Une fois de plus, il y a donc 4 listes qui se présentent dans cette ville. Du côté de Vélizy, à présent, Alizé Lanzarini, vous êtes en ligne avec nous. Bonsoir. Quelle est la situation aujourd'hui sur cette commune de Vélizy ? Alors ici à l'hôtel de ville, les dépouillements sont terminés. C'est l'un des 15 bureaux de vote de la commune et c'est le maire sortant Pascal Thévenot qui arrive en tête avec 65% et sa liste face au nom Vélizy. Il fait partie du parti Libre créé par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui est sur sa liste en position éligible, en 6e position. Ensuite, on retrouve derrière Didier Blanchard, sans étiquette, avec 16% et sa liste Vélizy 2020. Ensuite, juste derrière, Hugues Orselin, Union de la gauche avec Vélizy, écologiste et solidaire. Et enfin, Yasmine Benzelmat, Vélizien d'abord, Union de la droite, ferme la marche avec 3%. On voit le bureau de vote ouvert derrière vous, les gens sont présents. Certaines communes ont fait le choix de fermer l'hôtel de ville, le bureau centralisateur. Ça n'a pas été le cas visiblement à Vélizy. Est-ce qu'il y a une ambiance particulière néanmoins ce soir ? Non, tout est normal ici. Les mesures d'hygiène ont été mises en place. Tout le monde respecte les mesures d'hygiène. Il n'y a pas eu de problème. Les gens sont venus voter normalement. Ils ont décidé de maintenir comme tous les bureaux de vote dans la commune. Merci beaucoup Alizé Lanzarini. On vous retrouve tout à l'heure. Donc du côté de Vélizy, où il y a donc 5 listes qui sont engagées. Sur l'une de ces listes, celle du maire sortant Pascal Thévenot, on retrouve Valérie Pécresse. Valérie Pécresse est donc candidate, la présidente de la région, en position éligible sur cette liste. Elle pourrait donc intégrer le conseil municipal et même également le conseil d'agglomération de Vélizy. Valérie Pécresse que nous avons rencontrée voici quelques jours. On l'écoute nous parler de son engagement et puis plus globalement de ce scrutin des municipales. Mon ancrage est ici, il est ici dans les Yvelines et je tenais en tant que présidente de région à ce que tous les franciliens sachent que je suis vraiment ancrée dans cette histoire, dans cette terre yvelinoise et que c'est là que je me ressource et c'est aussi là que je puise ma force. Je crois que ces élections municipales sont le moment de remettre un peu l'église au centre du village, si vous me permettez cette expression. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Français et les franciliens, mais j'en suis à mon 100e déplacement à Paris en province, donc je commence à avoir une petite vision des choses. Ils ont envie de professionnels de la politique au bon sens du terme, de personnes qui savent gérer des villes, de personnes qui connaissent et qui écoutent leurs préoccupations. Je crois que les candidats LREM un peu improvisés, amateurs, qui débarquent et qui veulent juste
juste être élu, eh bien ça ne passe pas. Ce qui passe, c'est des candidats engagés, des candidats qui ont fait des mandats dans l'opposition, des candidats qui ont dirigé les villes, des candidats qui se sont imprégnés des problèmes quotidiens des habitants et des candidats qui veulent vraiment changer la vie au quotidien. Et donc c'est évident qu'il va y avoir, me semble-t-il, une prime à l'ancien monde, parce que la vraie politique, c'est celle-là, c'est celle de l'écoute, c'est celle de l'empathie, c'est celle du faire. Voilà pour ces propos de Valérie Pécresse qui est engagée donc sur la liste de Pascal Thévenot du côté de Vélizy. Nous avons un résultat définitif concernant l'une des communes de Saint-Quentin en Yvelines et cette commune c'est La Verrière. Nous en avons parlé il y a quelques instants. Il s'avère que sur la ville de La Verrière, c'est la maire sortante Nelly Dutu qui est en tête avec 40,33% des voix, suivi ensuite Nicolas Dainville. Nicolas Dainville 36,22%, candidat du Rassemblement, de l'Union, plus largement de la droite, mais aussi de sans étiquette. Gérard Morfin pour La Verrière citoyenne, lui arrive en dernière position. Troisième, c'est Jean-Yves Blé, qui est issu de la majorité sortante de Nelly Dutu, et qui est donc une candidature dissidente. On le voit, Nelly Dutu qui est en tête à l'issue de ce premier tour. Le pari semble donc pour l'instant raté pour ces deux listes de gauche. Il y a eu division, mais la maire sortante a donc bénéficié justement de son statut de sortante. D'autres résultats, mais ceux-ci sont partiels, qui concerne tout d'abord la commune de Rambouillet, où on retrouve la candidate Véronique Matillon, candidate soutenue par le maire sortant Marc Robert, donc de la majorité sortante, qui arriverait pour l'instant en tête, mais seulement 3 des 20 bureaux de vote ont été dépouillés. Ce sont des résultats largement partiels. En deuxième position, on retrouverait Europe Écologie Les Verts, liste écologiste de David Jutier, la liste de Gilles Schmitt, sur laquelle on retrouve également Aurore Berger, est pour l'instant en troisième position, mais une fois de plus, seulement 3 des 20 bureaux de vote ont été dépouillés. Et puis du côté de Poissy, Carl Olive, le maire sortant, se retrouve quasiment en tête sur chacun des bureaux de vote. Sur certains bureaux de vote, il dépasserait les 90%. Là aussi, il faudra voir le résultat global sur cette commune qui va arriver au cours de la soirée. Faisons un point maintenant sur les enjeux dans certaines des communes, en attendant les résultats qui, vous le voyez, commencent à arriver petit à petit dans les différentes communes des Yvelines. Quels sont les enjeux sur la commune de Trappes? Une fois que le maire sera désigné, quels sont les principaux dossiers dont il devra s'occuper? Les enjeux sur cette commune de Trappes. Reportage. Le projet est dans toutes les têtes depuis 20 ans. Longtemps au point mort, l'enfouissement de la Nationale 10 a bien démarré. Un chantier préparatoire en 2019, le début aussi des travaux d'aménagement cette année avec la création d'un mur de protection et la destruction du pont Marcel Cachin près de la mairie prévu cet été. Le projet comprend le dénivellement de l'axe routier qui coupe la ville en deux, la création de 3 plateaux urbains et de 2 ronds-points en entrée et sortie de ville. Coût total estimé, plus de 95 millions d'euros. Comme dans d'autres communes, c'est la sécurité qui est au cœur des préoccupations des habitants. Trappes touchée par la radicalisation avec des dizaines de départs vers la Syrie, par le trafic de stupéfiants et par les règlements de compte entre bandes. La mort du petit Moussa en 2015 avait grandement ému. La ville fait partie des quartiers de la reconquête républicaine identifiés par l'État. Depuis plusieurs mois, la police de sécurité du quotidien est déployée avec 2 unités de patrouille à pied au contact de la population. Trappes, où la moitié des 33 000 habitants a moins de 30 ans, 25% ont moins de 15 ans. La jeunesse est donc également un enjeu. Un projet éducatif de territoire a été défini et c'est un collège dit innovant qui pourrait voir le jour sur place dans les prochaines années. Thématique dans la continuité, répondre à la problématique d'emploi dans la ville où le taux de chômage s'élève à 19%, 5 points au-dessus de la moyenne régionale. 25% de la population trappiste vivrait sous le seuil de pauvreté. Enfin, Trappes est une ville qui a énormément changé, profitant d'un vaste plan de rénovation urbaine de 350 millions d'euros. Les habitants veulent encore plus de mixité dans le logement. De nouveaux projets de construction pourraient voir le jour prochainement. Un mot sur Rambouillet dont je vous parlais il y a quelques instants avant de voir ce reportage sur les enjeux de Trappes sur la commune de Rambouillet. Le résultat se resserre au fur et à mesure que les bureaux de vote sont dépouillés. Nous sommes maintenant quasiment à la moitié du dépouillement sur la ville de Rambouillet. Si Véronique Matillon de la liste majoritaire sortante est toujours en tête avec près de 40% des suffrages, les résultats se resserrent entre David Jutier et Gilles Schmitt autour des 20 et 30% pour l'un et pour l'autre, entre 20 et 30% pour ces deux listes. Nous continuons donc le tour d'horizon des résultats de ce soir. Direction à présent Saint-Germain-en-Laye où se trouve Mickaël Elmidoro. Il est avec le maire sortant Arnaud Péricard.
Monsieur Péricard, quels sont les résultats ici à Saint-Germain-en-Laye? Alors à l'heure où je vous parle, il manque encore quelques bureaux, mais la tendance globale qui se dessine serait une élection au premier tour, donc une victoire au premier tour, aux alentours de 60% des voix. Quelle est votre première réaction? C'était attendu? Alors écoutez, il n'y a jamais rien d'attendu sur un scrutin. Ma première réaction, évidemment, c'est ce très très faible taux de participation. Je pense qu'il nous a privés d'une victoire peut-être un peu plus ample, un peu plus importante. Mais je tiens toutefois moi, à remercier l'ensemble de celles et ceux qui m'ont fait confiance. C'était une étape importante aujourd'hui parce que nous allons être confrontés dès demain à des étapes bien plus importantes et à des épreuves qu'il va falloir y répondre collectivement. C'est une satisfaction également de gagner avec autant d'avance. Ça assoit encore un petit peu plus votre projet, votre campagne? Oui, ça prouve que les Saint-Germainois se retrouvent dans le projet que nous leur avons proposé, dans la rigueur qui est la nôtre, dans le sérieux et dans les projets que nous avons pour notre ville pour les 6 prochaines années. Je crois que nous sommes des gens crédibles. Nous l'avons démontré pendant 6 ans et nous allons le redémontrer sur les 6 prochaines années. Voilà la réaction d'Arnaud Péricard. Le résultat n'est pas définitif. Vous avez entendu le maire sortant parler des résultats, vous l'avez entendu réagir. Il remporterait l'élection dès le premier tour avec environ 60% des suffrages exprimés qui sont assez faibles de par une participation qui, de toute façon, au niveau national, a fortement baissé en raison notamment des conditions sanitaires. On le sait aujourd'hui, l'incidence, et c'est bien évidemment peu surprenant, a été très significative sur vos déplacements au sein des bureaux de vote. Arnaud Péricard qui en tout cas l'emporterait au premier tour. Nous verrons cela sur la suite du scrutin. Il y aurait donc eu plutôt une prime aux sortants dans ce scrutin. Les électeurs, les électrices se sont retournés vers les maires déjà en place. Sans doute, on l'imagine, il faudra l'analyser ensuite par un réflexe plutôt de crainte par rapport à l'avenir et de rester vers ces maires sortants. En attendant d'en savoir un petit peu plus sur les autres résultats, quels sont les dossiers, les sujets dont les maires devront s'occuper dans les prochains mois. Voici les compétences des maires, puisque vous le savez, aujourd'hui, les compétences des maires sont partagées avec les agglomérations. Là aussi, nous y reviendrons. Quelles sont les compétences des maires? Écoutez ce reportage, il est signé Nicolas Kirillovitz. Compétences des maires sur les différentes communes. C'est un poste symbolique, souvent convoité et apprécié des habitants. Le maire d'une commune est avant tout un agent de l'État, il est notamment responsable de l'état civil, c'est donc lui qui peut vous marier, c'est lui aussi qui prend acte des naissances et des décès sur le territoire communal. En lien avec ses missions historiques, c'est madame ou monsieur le maire qui est en charge du recensement de la population. Enfin, le premier magistrat de la ville doit organiser bien sûr l'ensemble des élections durant les 6 années de son mandat. Le maire, en fait, fait partie de la vie locale. C'est un administré et il est là pour aider ses administrés. Donc les communes vont s'occuper du quotidien des Yvelinois, c'est-à-dire par exemple les mariages, les naissances. Il va s'occuper des écoles, il va s'occuper des espaces verts, tout ce qui concerne finalement la commune de proximité. Plus technique, le rôle exécutif. Le maire prépare et applique les décisions du conseil municipal. Il prend des arrêtés municipaux, représente la commune en justice. Il est chargé aussi des pouvoirs de police. Pour assurer la sécurité et la tranquillité publique, il peut s'appuyer sur la police municipale. Évidemment, pour réaliser l'ensemble de ces tâches, le maire peut compter sur le travail d'agents et de nombreux services. Les mairies sont notamment responsables de la gestion des écoles maternelles et primaires. Ils doivent donc organiser les activités périscolaires, le temps de restauration ou encore le recrutement des ATSEM, les assistants territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Autre compétence majeure d'une mairie, l'urbanisme et le logement et la mise au point du fameux PLU, le plan local d'urbanisme. Ce document fixe les règles à respecter pour les constructions, hauteurs, zones à préserver ou encore objectifs sociaux. Enfin, une mairie doit s'occuper de la construction et du fonctionnement des équipements sportifs et culturels. Elle vote les subventions aux clubs et associations. Depuis quelques années, les domaines d'action des communes varient. Une partie est transférée à une collectivité qui voit ses prérogatives augmenter, l'intercommunalité. À 50 ans en Yvelines, la communauté d'agglomération est ainsi responsable des espaces verts, du réseau des médiathèques, des déchets, de certaines voiries ou encore de l'assainissement des eaux pluviales et usées.
21h30 sur TV 78, Radio Sensation. Vous nous suivez en direct, soirée du premier tour des élections municipales. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouvera juste après avec nos différents journalistes sur le terrain qui vous feront vivre les résultats dans ce contexte si particulier cette année. À tout de suite.